C'est le jour de la chasse, et la cible est le fils du général Kim Wong-bong. Mais pourquoi les soldats de l'Empire chassent-ils le fils de leur propre chef? Parce que ce gamin est né sans mana dans un monde où tout le monde possède de la magie. Pour une famille obsédée par le pouvoir, avoir un fils aussi faible était une honte totale, alors son propre père a ordonné qu'on l'élimine. Le lieutenant Young a été chargé d'affronter le garçon, mais ce dernier n'aurait même pas pu faire de mal à une mouche, alors Young lui a planté son épée dans le ventre et l'a jeté du haut d'une falaise, une chute si haute que même Deadpool n'y aurait pas survécu. La nuit venue, les soldats sont retournés sur les lieux pour vérifier s'il avait vraiment passé l'arme à gauche. Après des heures de recherche, ils ont finalement retrouvé le gars, et la scène a laissé tout le monde bouche bée. Parce que le gamin avait été jeté du haut d'une falaise de la taille de l'Everest, avec un énorme trou dans le ventre, et pourtant il était là, tranquille. Quoi? Soudain, il a commencé à dégager une énergie verte. Un des soldats a paniqué et s'est précipité sur lui, mais le gamin a vu le coup venir, l'a esquivé et a frappé l'homme, laissant tout le peloton sous le choc. Quand les autres ont dégainé leurs épées, le gamin a sorti 3 pièces de sa poche et les a lancées si fort qu'il a transpercé 3 crânes d'un coup. Le reste de l'escouade a tenté sa chance, mais le gamin qui était autrefois inutile était en train de démolir les troupes d'élite. Le dernier debout a sorti son arme et a tiré dans son angle mort. Le gamin a simplement esquivé la balle et l'a même traité de lent. Il a attrapé le lieutenant par le cou et avec un sourire aux lèvres, il a achevé le dernier ennemi sans recevoir la moindre égratignure. Mais qu'est-il arrivé à ce gamin? Comment a-t-il pu tomber de cette falaise sans magie et soudain se transformer en Broly? Voici Kim Tae-ju, et ce que les soldats ignoraient, c'est que pendant la chute, son esprit a été transporté dans un autre monde où il a croisé un vieil homme. Ce type, c'était Tang Gun-hak, le démon suprême du poison, un maître tellement fou qu'il a conquis son monde en écrasant tout le monde. Lorsque leurs esprits se sont connectés, ils ont partagé leurs souvenirs et ont découvert qu'ils étaient la même personne dans des univers parallèles, sauf que leur vie était très différente. Le vieil homme est devenu le gars le plus OP de son monde, tandis que le gamin était le raté de sa famille et a fini assassiné. Tang lui transmit alors toutes ses connaissances en arts martiaux ainsi que le secret du chi, puis renvoya le garçon dans son corps, prêt à devenir le plus fort de son propre univers. Quand Taeju s'est réveillé, la première chose qu'il a faite a été de saisir une plante toxique et de l'avaler. Il a médité et a transformé le poison en énergie pure, déterminé à devenir le Tang Gun-hak de son monde. C'est pourquoi, lorsque les soldats l'ont trouvé, il était assis en train de méditer, dégageant une énergie verte. Après avoir anéanti tous les soldats, il n'avait plus qu'une seule mission en tête: éliminer tous ceux qui voulaient voir sa mort. L'une des escouades est retournée à la base et a dit au général qu'ils avaient retrouvé la troupe du lieutenant complètement anéantie et aucune trace du corps du garçon. Son père perdait déjà patience, mais comme dans ce monde, quiconque n'a pas de mana meurt, empoisonné par l'air lui-même, il était certain que le garçon finirait par y passer de toute façon. Mais le général n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tuer ce garçon. Tuer ce garçon. Quelques jours plus tard, à la frontière des bêtes magiques du mont Jiri, le protagoniste se tenait là, admirant la vue. De là où il était, Guri était parfaitement visible. Lorsqu'on lui demanda si c'était la première fois qu'il posait les yeux sur ce paysage, le jeune homme confirma qu'il était nouveau ici. Celui avec la moustache comprit que le jeune homme ne devait pas vraiment bien connaître leur ville. En 2026, Guri n'était qu'une petite ville de Corée jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'Empire. Le mont Jiri était un endroit rempli de monstres qu'il fallait absolument exterminer, c'est pourquoi l'empereur avait fait de Guri une ville libre. Cela lui a apporté de nombreux avantages, comme de faibles taxes sur les produits issus des bêtes magiques et la tolérance de certains crimes. En privant la ville de loi, elle s'est rapidement enrichie grâce aux éveillés qui affluaient pour soumettre les bêtes magiques. Et tandis que l'homme continuait à bavarder à propos de tout cela, notre héros le pressa d'aller droit au but. Finalement, le patron avertit le protagoniste au sujet des nombreux criminels qui envahissaient leur ville sans loi. Taeju trouvait l'homme plutôt bavard, mais il l'appréciait en tant que personne et aimait ses conseils. Il y a quelques jours, Taeju avait survécu à une tentative d'assassinat. Après cela, il a coupé tous ses contacts suite à sa libération et a commencé à chercher un endroit où il pourrait gagner en puissance. Et après réflexion, la ville libre s'est avérée être l'endroit parfait pour cela. Après tout, puisque l'Empire n'a pas une grande emprise sur la ville, il serait difficile pour sa famille de découvrir où il se trouve. Pour couronner le tout, la ville regorgeait de toutes sortes d'objets toxiques qui lui seraient très utiles pour son entraînement. Taeju n'était encore qu'un novice en arts martiaux. Par un miracle, le héros qui était aux portes de la mort avait rencontré son homologue dans le monde des arts martiaux, connu sous le nom de démon suprême du poison. Notre héros trouvait plutôt ironique que la femme qui voulait l'assassiner ait fini par lui rendre un immense service à la place. Pour l'instant, Taeju, qui travaillait comme porteur dans les montagnes, décida d'acquérir discrètement la force et les fonds nécessaires afin de devenir totalement indépendant. À ce moment-là, le chef lui demanda son avis concernant le membre le plus fort du groupe. Le vieil homme lui désigna la surprenante Lee Han-yeol, très jeune, qui était une éveillée de rang ordinaire.
En tant qu'éveillée ordinaire, elle se situait un cran au-dessus du premier lieutenant que notre héros avait tué. Pourtant, pour une raison inconnue, la jeune femme se comportait de façon étrange. Soudain, l'éveillée perdit connaissance. Et, tout simplement, elle s'effondra au sol après avoir été mordue par un moustique mutant à 3 bandes, laissant tout le monde paniquer. Quant à Taeju, il ne comprenait pas pourquoi cela posait un si grand problème. À ce moment-là, quelqu'un décida de prendre la situation en main. Larousse, munie d'un bâton magique, canalisa toute sa puissance et lança un énorme sort de boule de feu. Et, tout simplement, une puissante explosion se produisit, mettant fin à la terreur du moustique. Lorsqu'on lui demanda la raison de cette panique, le chef expliqua que cet insecte avait le pouvoir de faire disparaître temporairement la mana. Certains éveillés s'évanouissaient même à cause de la piqûre, et il était tout à fait naturel que tout le monde panique, car d'innombrables groupes avaient trouvé la mort à cause d'un seul moustique. Dans les souvenirs de son alter ego artiste martial, le protagoniste commença à se rappeler d'un poison assez similaire à la morsure du moustique. Pour cette raison, le héros décida de profiter de l'occasion pour examiner la jeune fille à l'aide d'un art spirituel du poison, et ce qu'il découvrit le laissa particulièrement intrigué. L'un des chasseurs se mit à frissonner, car cette zone était censée être exempte de moustiques. Pour cette raison, il se tourna vers le chef d'équipe et affirma qu'il vaudrait mieux battre en retraite, ce que le chef accepta. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelque chose commença à bouger dans les hautes herbes. Le chef fut surpris par cela. Pour cette raison, il demanda à son groupe de se préparer au combat. Pourtant, il s'avéra que ce n'était rien d'autre qu'un lapin à longue queue, une créature tout en bas de la chaîne alimentaire et un bon cobaye, car il se reproduit à une vitesse folle. En voyant cela, toute l'équipe fut soulagée. Ils supposèrent rapidement qu'ils s'étaient inquiétés pour rien. Mais ils étaient loin de se douter que ce n'était pas une fausse alerte. Avant que quiconque ne puisse réagir, le chef d'équipe et le chasseur à côté de lui furent rapidement décapités. Et tout d'un coup, le groupe se retrouva avec 2 hommes en moins. Les humains étaient désormais attaqués par des orques, de féroces bêtes qui annonçaient leur présence par de puissants rugissements. Voyant cela, la mage décida de gagner du temps pour son groupe en distrayant les monstres. Le chef se tourna vers le protagoniste. Taeju l'exhorta à ne pas l'attendre, car il allait rester ici. Le vieil homme tenta de faire valoir qu'il n'y avait rien que des porteurs comme eux puissent faire ici, mais Taeju était déterminé à prêter main forte. Et tout d'un coup, le chef se retrouva avec la jeune épéiste évanouie dans les bras. Taeju lui demanda de commencer à courir et expliqua qu'il n'apporterait qu'une aide modeste. Sur ces mots, l'homme se mit à fuir tout en exhortant son ami à survivre. Peu après, notre héros remarqua que les mouvements des monstres étaient étrangement synchronisés. Pendant ce temps, la mage lançait ses sorts à gauche et à droite pour s'occuper des orques. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua que l'un d'eux fonçait sur Taeju. En voyant cela, elle planta fermement son pied dans le sol et décida d'arrêter la créature sur le champ. Avec une seule boule de feu, l'orque fut éliminé. Taeju se couvrit le nez, dégoûté par l'odeur de chair brûlée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose de choquant. Taeju cria à la jeune femme de se baisser, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, une lame fut brandie vers sa nuque par derrière. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, au bord d'un lac paisible irradiant de sérénité, le suprême démon du poison, qui était entré dans ce royaume il y a 1 mois, se mit à réfléchir à la façon dont il serait encore coincé dans son ancien royaume, si ce n'était grâce à notre héros. Grâce au lien de mémoire, le vieil homme avait acquis les connaissances présentes sur la planète Terre. Cela lui permit d'atteindre l'illumination, et ainsi, son objectif d'accéder à un plan d'existence supérieur fut enfin accompli. Même ainsi, c'était sa faute de ne pas avoir su mieux, car au final, ce royaume céleste s'est avéré être un asile psychiatrique sophistiqué. C'était vraiment choquant de le voir rempli de toutes sortes de fous. Et aux yeux du démon du poison, les fondateurs de sectes et les maîtres légendaires n'étaient pas différents. Voyant qu'aucun d'eux n'avait de manière, le vieil homme comprit qu'il avait été stupide de gaspiller sa vie à essayer d'atteindre l'illumination. Même ainsi, il ne pouvait nier que le partage d'âme qu'il avait eu avec sa version plus jeune avait été une expérience plutôt agréable. Ainsi, le démon commença à se demander comment allait son successeur. Ils étaient tous deux la même personne, mais à cause de leurs environnements, l'un était devenu un maître craint et respecté. Quant à l'autre, il avait été étiqueté comme un rejet, c'est pourquoi le vieil homme espérait que ses capacités pourraient l'aider à améliorer sa situation. Pour surpasser le plus fort de son monde, Taeju devait atteindre la 7e étoile de son nouvel art martial du poison. Le vieil homme se mit à fantasmer sur le moment où lui et sa version plus jeune se retrouveraient, et sur ce qu'il pourrait lui enseigner. Mais alors qu'il était plongé dans ses pensées, quelque chose lui fut soudainement lancé dessus. C'était nul autre que l'immortel de l'épée, qui avait décidé de s'en prendre au démon du poison pour avoir osé se moquer de l'escrime, alors qu'il n'était qu'un lanceur de dagues. Cela dit, celui qui avait renoncé à l'illumination fonça sur l'autre vieil homme, couteau en main. Pendant ce temps, sur Terre, alors que les orques étaient réduits en cendres, la dame remarqua quelque chose d'alarmant. Malgré tout, elle n'eut pas le temps de réagir à la lame qui arrivait.
Voyant son incompétence, le protagoniste n'eut d'autre choix que d'agir, et il décida donc de prendre les choses en main. Il commença par l'assommer. Taiju se lança alors en avant. Il décida de recourir à la nouvelle compétence de zone qu'il avait apprise. Aussitôt, une tempête de pièces s'abattit sur le champ de bataille, alors qu'il utilisait l'art du dag volanté, explosion de dag. Les énormes orques furent rapidement submergés par les pièces rapides et mortelles, et ainsi les projectiles ricochèrent sur leur tête. Et ainsi, l'artiste martial atterrit enfin au sol. Ce fut une agréable surprise pour lui de voir qu'il ne fallait qu'un seul coup pour venir à bout d'un orque entier. Taiju commença à se demander quoi faire de la mage qu'il avait assommée par accident. D'un autre côté, il ne pouvait pas se permettre que la nouvelle d'un nom marqué éliminant un groupe d'orques faibles soit rendue publique, car cela attirerait sur lui de nombreux regards, y compris celui de son père. Pour cette raison, il décida de fuir immédiatement la zone. Taiju devait réfléchir à la façon dont sa rencontre avec le vieil homme avait changé sa vie, car un rejeté du mana ne se soucierait normalement jamais de telles choses. Le protagoniste décida de ne laisser aucune trace de son passage. Il était plutôt agaçant de devoir nettoyer après avoir utilisé ses compétences de lancer, car il fallait ramasser soigneusement les armes, et le coût des projectiles était toujours élevé. Alors que le héros commençait à réfléchir à la manière dont il allait acquérir une compétence de récupération après avoir atteint la 7e étoile, il se rendit compte qu'il lui manquait une pièce et se mit à la chercher partout. Au bout d'un moment, il la trouva coincée dans un arbre, mais alors qu'il tendait la main pour la récupérer, il remarqua un insecte qui volait à proximité. Taiju décida d'agir rapidement, et attrapa aussitôt le moustique dans la paume de sa main. Étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une zone où apparaissaient des moustiques mutants à 3 bandes, on pouvait en conclure qu'il s'agissait du même insecte qui avait piqué le pro éveillé. Taiju posa alors délicatement l'insecte sur la paume de sa main. Le poison de cette créature disperse temporairement l'énergie interne et perturbe le flux de mana chez les éveillés. Notre héros le compara immédiatement au poison dispersant l'énergie du Murim. Pourtant, sur Terre, les humains devaient utiliser des équipements de protection car, contrairement au Murim, ils ne disposaient pas de l'antidote contre ce poison, ce qui le rendait particulièrement dangereux. Découvrir la composition du poison permettrait à notre héros de créer un antidote grâce aux connaissances qu'il avait acquises auprès du vieil homme. Encore faudrait-il qu'il parvienne à trouver, dans son propre monde, des herbes similaires à celles du monde du vieux maître. Taiju décida alors de faire la seule chose logique, manger l'insecte qu'il tenait dans sa main. Le jeune homme avala rapidement le moustique, le déglutissant sans façon. Ce dernier encas lui fit réaliser que les deux poisons étaient identiques, ce qui signifiait qu'en trouvant les bons ingrédients, il pourrait créer un remède qui le rendrait riche. Cela étant dit, notre protagoniste décida de tester cela dès son retour chez lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il fut attiré par un bruit intrigant. Taiju fut alors surpris par ce qu'il vit. Il se retrouvait maintenant face à face avec un orc d'élite qui n'aurait jamais dû apparaître dans cette zone, et à en juger par son apparence, le monstre avait soif de sang. Alors que le monstre hurlait qu'il voulait exterminer les humains, le protagoniste resta stupéfait par sa taille, ainsi que par sa capacité à parler. Quoi qu'il en soit, les monstres d'élite pouvaient être considérés comme les éveillés parmi les bêtes magiques. Pour aggraver les choses, aucun orc, et surtout aucun orc d'élite, ne devrait apparaître dans cette zone, ce qui signifiait qu'il se passait quelque chose sur la montagne. Cela dit, l'orc commença à brandir son arme. Taiju esquiva immédiatement. La puissance du coup provoqua de grandes destructions. Le vieil homme fut stupéfait par une telle puissance de feu et déclara qu'elle était comparable à celle d'un monstre de rang expert. Il y avait de fortes chances qu'aucune de ces pièces ne puisse percer la peau du monstre. Même ainsi, il décida de tenter sa chance. Taiju utilisa immédiatement son art du couteau volant, frappe rapide. Cela lui permit de lancer 3 pièces à grande vitesse en direction du monstre. Ces projectiles atteignirent bien la cible, mais s'arrêtèrent instantanément. Un tel résultat n'était pas surprenant. L'attaque d'armes cachée la plus puissante de l'artiste martial n'eut aucun effet sur le monstre. Et puisque sa technique de zone disperserait encore plus la force, il commença à penser que la paume empoisonnée du seau de sang serait le meilleur choix. À ce moment-là, la créature poussa un rugissement féroce. C'est alors que Taiju se rendit compte qu'il hésitait. Il était même certain que son ancien lui aurait eu honte de lui s'il découvrait qu'il doutait de lui-même au début du combat. Taiju se rendit compte qu'il était devenu orgueilleux après avoir vaincu la meute d'orques avec facilité. Peu importait à quel point l'obstacle devant lui était redoutable, il continuerait d'essayer jusqu'à réussir. Après tout, c'était la voix du démon suprême du poison. Ainsi, alors que la paume empoisonnée était lancée, le monstre d'élite se redressa pour parer l'attaque. Cela dit, sa gigantesque hache d'acier s'entrechoqua avec la paume nue de notre héros. Taiju réussit à se pousser jusqu'à ses limites, et aussitôt, une grande explosion se produisit. À la fin de l'affrontement, la gigantesque hache était endommagée, mais un seul des combattants avait les genoux à terre. Taiju n'a même pas réussi à égratigner l'orque. Voyant cela, il décida donc de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'il tombe. À ce moment-là, une lame rapide fut dégainée. Soudain, l'orque d'élite subit 1 million de coupures. L'humain resta perplexe. Même le monstre lui-même ne comprit pas ce qui venait de se passer. Et alors que la créature explosait en morceaux,
Taeju comprit que son tueur devait être un éveillé de rang maître, et que s'il n'y avait pas eu l'élite, il aurait fui les lieux depuis longtemps. Ainsi, il commença à réfléchir à une excuse à donner à son sauveur. À ce moment-là, on demanda à Taeju s'il était le tueur de l'orque. L'homme affirma que puisque le héros n'avait aucune marque, il n'était qu'un pathétique non éveillé qui n'aurait jamais dû pouvoir triompher des monstres. Taeju ne savait pas quoi dire face à ce regard froid. Le membre du comité permanent Lee Jung-hak, également connu sous le nom de capitaine vigilant, qui était le maître de guilde de Nogodon, exigea des explications. Taeju comprit qu'une telle prestance, arrogance et puissance ne pouvaient appartenir qu'à quelqu'un d'important, ce qui signifiait qu'il devait choisir ses mots avec soin. Pourtant, alors qu'il commençait à parler, il fut rapidement rejoint par le patron. Mais l'homme d'âge mûr ne s'inquiétait pas pour lui et ne se préoccupait que des bagages, qui semblaient être en sécurité selon celui qui les portait. Et alors qu'il faisait remarquer qu'il avait été sauvé par quelqu'un, l'homme à la barbe se tourna pour voir de qui il s'agissait. Le porteur reconnut immédiatement Lee Jung-hak, qui ordonna à ses forces arrivant d'appeler une équipe de nettoyage. La ville libre répondait à un comité autonome plutôt qu'à l'empereur, et le capitaine des vigilants était membre du comité avec droit de vote. Il était aussi le maître de la guilde Nogodon, chargé de la sécurité, ainsi qu'un éveillé de rang maître. Et alors que le patron faisait remarquer que tous les porteurs payaient sa guilde pour leur protection, le maître de guilde lui ordonna de se taire. Celui avec la barbe s'excusa d'être bavard et pressa son collègue de remercier son sauveur, ce qu'il fit immédiatement. Lee Yunxing demanda au jeune homme s'il n'avait vraiment rien à voir avec le massacre des orques, puisqu'il était porteur. Taeju confirma cela et affirma qu'il s'était retrouvé seul face au monstre d'élite après que le mage, qui avait anéanti les orques, se soit évanoui d'épuisement de mana. Cela dit, les hommes du capitaine des vigilants l'exhortèrent à partir, voyant qu'ils avaient sécurisé les survivants et appelé l'équipe de nettoyage. Lee Yunxing décida d'agir rapidement, bien qu'il semblait avoir encore des choses à dire. Il conseilla au nouvel arrivant dans sa ville de ne jamais le contrarier un mauvais jour, ni de causer des ennuis. Il partit ensuite en riant comme un fou, tout en affirmant à notre protagoniste qu'il ne lui accorderait pas la même clémence qu'aujourd'hui. Une fois que le membre du comité fut parti, l'ancien patron fut soulagé, et il demanda fermement à son collègue de ne jamais contrarier cet homme qui pouvait rendre sa vie impossible dans cette ville. Taeju tenta d'expliquer que Lee Yunxing ne lui semblait pas si mauvais, pour apprendre qu'il s'agissait en réalité d'un officier corrompu qui aimait les pots de vin et fermait les yeux sur certains crimes. En réalité, toutes ces patrouilles n'étaient que des couvertures, et s'il n'y avait pas eu urgence, il n'aurait jamais demandé son aide en le croisant dans les bois. Puisque les maîtres étaient en quelque sorte des bombes ambulantes, le nouveau porteur reçut le conseil de les éviter et de descendre ses bagages de la montagne immédiatement. Taeju était certain qu'il se serait retrouvé dans une sacrée galère si le capitaine des vigilants n'était pas intervenu. Il réalisa alors rapidement qu'il avait gaspillé un mois entier après le partage de son âme, et qu'il était devenu arrogant après avoir tué quelques éveillés en utilisant des capacités qu'il avait obtenues facilement. Taeju, tel qu'il était, n'oserait même pas regarder son ancien homologue dans les yeux. À partir de ce jour-là, il décida de prendre les choses plus au sérieux et fit le serment de devenir puissant. La ville libre de Guri possédait une infrastructure urbaine presque parfaite. Elle manquait cruellement d'hôpitaux, car aucun bon médecin n'osait mettre les pieds dans cet endroit dangereux. La plupart des aides médicaux ici étaient en réalité une bande de charlatans fuyant la loi. Pour cette raison, les drogueries et les pharmacies étaient devenues incroyablement abondantes dans la ville libre. C'est pourquoi les pharmaciens avaient le pouvoir de rédiger des ordonnances et de délivrer des médicaments approuvés par le gouvernement ou le comité autonome. Certains pharmaciens ont même fait fortune grâce à cela, car ils étaient bien plus dignes de confiance qu'un hôpital louche quelconque. C'est pour cette raison que le protagoniste décida de vendre son remède contre le moustique mutant à 3 bandes. Le mois dernier avait été éprouvant pour lui, car il passait ses journées à travailler comme porteur, son temps libre à cueillir des herbes, et ses nuits à s'entraîner aux arts martiaux. Pour ne rien arranger, il avait été obligé d'atteindre la 3e étoile de ses arts martiaux, vu la délicatesse de la préparation de l'antidote. Mais grâce à cela, il avait gagné en puissance, ce qui signifiait qu'il ne serait plus aussi facilement mis à terre. Et si tout se passait bien, Taeju Kim pourrait bien se faire une petite fortune. En entrant dans la boutique, le client fut accueilli à la pharmacie Bock. Alors que l'employé au comptoir lui proposait de lui trouver divers produits, notre héros révéla qu'il était là pour voir le propriétaire. Cela prit la dame au dépourvu. Taeju révéla alors qu'il était un vendeur plutôt qu'un acheteur. L'homme à l'arrière entendit toute la conversation. Il prit alors une profonde inspiration. Bok Hongpyo, qui était aussi le directeur de son propre orphelinat, se présenta alors comme le PDG de cette pharmacie. Taeju le salua immédiatement et expliqua qu'il était là pour vendre certains de ses médicaments faits maison. Le vieil homme commençait à en avoir assez, car un nouvel escroc frappait à sa porte chaque jour. Pour cette raison, il refusa rapidement l'offre et affirma au nouvel arrivant en ville qu'il devait se rendre au marché du travail s'il voulait gagner quelque chose. Pourtant, dès que Taeju mentionna qu'il s'agissait d'un antidote contre les moustiques, le propriétaire fut intrigué. Il pensa même avoir mal entendu.
Le protagoniste précisa qu'il s'agissait d'un remède contre le moustique mutant à 3 bandes. C'est ainsi qu'il éveilla l'intérêt de Hong Pyo. Il précisa qu'il s'agissait d'un médicament oral pouvant être pris à l'avance. Et alors que le jeune homme soulignait que ses effets duraient environ 10 heures, le vieux propriétaire fut particulièrement interpellé. Il était agacé par le fait que le jeune homme en face de lui ne faisait même pas d'effort pour rendre son arnaque crédible. Le fabricant de médicaments leur donna 2 bouteilles supplémentaires. Il leur donna sa carte et leur demanda de le contacter s'ils changèrent d'avis après les avoir testés. Leur délai était fixé à minuit. Taiju quitta les lieux en expliquant qu'il proposerait ses produits à quelqu'un d'autre s'ils ne le contactèrent pas d'ici là. À ce moment-là, tout le monde dans la boutique resta sans voix. Ils le prenaient tous pour une sorte de fou. À ce moment-là, le client saisit la bouteille avec intérêt. C'était Park Jin-soo, le chef de sa propre équipe de raid, un habitué du magasin et un amateur de drogue, qui demanda au propriétaire si cela était plausible. Hong Pyo le regarda d'abord avec confusion. Il expliqua qu'il ne pouvait pas lui répondre immédiatement. Selon lui, tout serait clair une fois le médicament testé. Hong Pyo n'attendait pas grand-chose, puisque même les meilleures entreprises de l'Empire n'avaient pas réussi à développer ce remède, mais la confiance du vendeur l'intriguait. La dame pressa alors le client de reposer la bouteille, mais il affirma qu'il devait encore la tester. La vieille propriétaire se retourna, horrifiée. Il se mit à crier sur son grand habitué pour avoir consommé sans précaution une drogue douteuse qui n'avait même pas été testée. Pourtant, après l'avoir ingérée, Jin-soo déclara que la bouteille ne contenait que de l'eau. Le propriétaire était stupéfait. Comme l'habitué avait beaucoup d'expérience avec les potions, le propriétaire lui demanda s'il ne ressentait aucun effet du médicament qu'il tenait en main. Pourtant, Jin-soo affirma à nouveau, déçu, qu'il ne ressentait rien, ce qui signifiait que ce n'était que de l'eau ordinaire. Sur ce, il traita le héros d'escroc et conseilla au vieil homme de jeter les bouteilles restantes. Malgré tout, Hong Pyo avait encore des doutes et pensait que le protagoniste n'était qu'un de ses escrocs quotidiens habituels. Cela dit, l'habitué termina sa virée shopping. Lui et son équipe allaient attraper des grenouilles, et son petit test de drogue l'avait mis en retard pour la fête. Bien que tous ces produits soient assez chers, l'homme décida de tout payer en espèces. Une fois ses achats terminés, l'habitué fit ses adieux au vieux propriétaire. Hong Pyo les exhorta à être prudents, pensant que Taiju était évidemment un escroc, car personne ne pourrait jamais créer un antidote contre le venin de moustique. Plus tard dans la journée, une bataille féroce éclata. Les bêtes blanches semaient le chaos partout. À ce moment-là, le renforcement du bouclier fut activé. Jin-soo put se protéger de l'attaque des martres à croque-lames, qui n'auraient pas dû apparaître dans cette zone. À ce moment-là, son allié saisit fermement sa lame et porta le coup fatal. Elle dit au chef d'équipe qu'il devait fuir immédiatement. Voyant qu'ils avaient désormais une voie dégagée, la guerrière révéla qu'elle avait été piquée par un moustique et que la paralysie ne tarderait pas à se manifester. Son allié lui demanda de patienter encore un peu, car il ne serait en sécurité qu'une fois la dernière martre dont il s'occupait éliminée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'horrifiant. Des moustiques mutants étaient apparus. Si Jin-soo subissait encore des piqûres, il serait submergé par le venin et succomberait à la paralysie. S'il s'effondrait au sol, toute l'équipe serait à la merci de la nature sauvage. Il commença à craindre d'avoir réellement été empoisonné, car son bouclier faiblissait, se demandant ce qu'il avait mal fait alors qu'il avait pris des précautions dans cette zone infestée d'insectes. Tout le groupe fut pris au dépourvu par les martres à crocs tranchants, qui étaient apparus de nulle part dans le territoire des grenouilles mutantes. Cette attaque surprise détruisit immédiatement les combinaisons anti-insectes de tout le groupe. Le chef d'équipe commença à se reprocher cela, car sa négligence et sa panique l'avaient conduit à se faire toucher. Au début, les membres du groupe qui avaient été piqués par les insectes décidèrent de battre en retraite immédiatement. Pourtant, pour une raison inconnue, les mammifères bloquèrent leur route de fuite, ne leur laissant d'autre choix que de se battre. Jin-soo n'avait besoin que d'un peu plus de puissance pour abattre la dernière martre et survivre. À ce moment-là, l'épéiste le prévint d'une attaque imminente. Ce n'est qu'alors que le chef d'équipe remarqua quelque chose d'horrifiant. Le monstre avait porté une attaque puissante. Sa lame avait réussi à transpercer son bouclier, et en un instant, la barrière se brisa. Pourtant, pour une raison inconnue, malgré le fait que sa compétence ait été brisée, Jin-soo ne perdit ni force ni mana. C'est à ce moment-là qu'il comprit ce qui se passait. L'antidote qu'il avait consommé dans la boutique n'était, en réalité, pas une arnaque. En prenant conscience de cela, il décida de se jeter à nouveau dans la bataille. Il saisit fermement son épée. Le chef d'équipe commença à penser que si l'antidote fonctionnait vraiment, la victoire n'était pas impossible. Plus tard dans la nuit, quelqu'un entra précipitamment dans la pharmacie de l'ancien propriétaire. Jin-soo se précipita pour parler avec le propriétaire. Il se renseigna sur le prix de l'antidote contre les moustiques et exigea d'acheter tout le stock. Quelque temps plus tard, au marché de la ville libre, une martre à dents de lame, réputée excellente pour l'endurance, était vendue pour 5 millions 1. Un peu plus loin, quelqu'un vendait une armure de bête magique crustacée faite sur mesure pour 50 millions 1. Le garçon qui avait grandi dans la ville frontalière de Puju n'avait jamais mis les pieds dans un marché aussi grand et le trouvait très animé.
Taiju avait fait le bon choix en prenant un jour de congé. Pour fabriquer l'antidote contre les moustiques, il devait atteindre la 3e étoile. Le médicament nécessitait un contrôle précis de l'énergie interne afin d'extraire ce qui était nécessaire des herbes médicinales et toxiques. Cependant, parce que le héros s'était surmené, son essence de poison avait été surchargée, ce qui signifiait qu'il avait besoin de temps pour digérer tout le poison. Mettant cela de côté, il commença à se rappeler une rencontre dans un café. Hong Pyo avait exigé de signer un contrat pour acheter chaque flacon de l'antidote. À première vue, le remède fait maison semblait efficace. L'ancien propriétaire confirma cela et expliqua comment cela allait révolutionner la chasse en montagne avant de s'excuser d'avoir traité le héros de charlatan fou. Hong Pyo balaya alors ce sujet et demanda combien de flacons le jeune homme avait produit. En apprenant qu'il y en avait 60 000 en stock, le vieil homme demanda ce qu'il adviendrait une fois qu'ils seraient tous vendus. Alors Taiju révéla qu'il en fabriquerait simplement d'autres. Sur ce, on lui remit un contrat où le coût officiel de production était fixé à 10 001 afin qu'il puisse être vendu à 50 001, tout compris. Voyant que la production ne lui coûtait que 101 par flacon, Taiju était plutôt satisfait et fit remarquer que le stock serait vendu pour 3 milliards de wons. En apprenant que la taxe n'était que de 10%, il ne pouvait pas être plus satisfait de la ville sans loi. Taiju décida alors de modifier l'accord et de vendre exclusivement à la pharmacie Baek avec une remise de 30% pendant un an. Mais le vieil homme affirma que c'était trop, alors le héros fit remarquer que le vieil homme était le directeur d'un orphelinat. Il ajouta que, selon tout le monde, l'ancien propriétaire était pratiquement un père pour tous les orphelins de la ville. Puisque la pharmacie finançait l'orphelinat, Taiju déclara que c'était sa façon d'aider en échange d'un atelier pour fabriquer le remède. Hong Pyo, submergé par tant de gentillesse, assura au héros qu'il avait l'endroit parfait pour lui. Cela étant dit, l'accord fut enfin conclu. Après avoir sécurisé le contrat ainsi qu'un joli chèque, le héros décida de descendre au célèbre marché de la ville à la recherche d'un peu d'équipement. Il commença à chercher partout dans l'espoir de trouver quelque chose de correct. C'est alors que quelqu'un lui demanda s'il voulait une arme. Lorsqu'il demanda si on s'adressait à lui, l'homme confirma, affirmant que sa boutique était la meilleure de la ville. Le géant chauve et musclé, prenant une pose à la Jojo, proposa même à notre héros une remise spéciale, trouvant qu'il était très beau. Taiju se sentit repoussé et déclara qu'il ne voulait rien acheter. Attrapant Taiju par l'épaule, le forgeron insista pour que la viande fraîche vienne visiter son atelier solitaire. Le forgeron paraissait quelconque et ne devait être qu'un artisan passable au mieux, pourtant il bousculait sans effort quelqu'un qui avait atteint la 3e étoile des arts martiaux. Ainsi, il pouvait tout aussi bien être un maître artisan caché. Plus tard, dans la boutique, après avoir jeté un œil aux boucliers, épées, marteaux et dagues, le héros fut invité à donner son avis sur la collection. Voyant à quel point il était impressionné, le forgeron affirma une fois de plus qu'il était le meilleur de toute la ville. À ce moment-là, l'artiste martial empoisonné décida d'utiliser ses pouvoirs. Le forgeron tenait parole, car contrairement à ce que son apparence laissait penser, ses produits étaient impeccables. En voyant cela, il décida de passer une commande de 100 armes dessinées sur le papier. En examinant les dagues volantes en feuilles de saule, le forgeron fut intrigué par leur petite taille et demanda si elles étaient destinées à un usage personnel. Baldi expliqua alors que, pour que les dagues soient efficaces, elles devaient être fabriquées en acier de mana. Taiju demanda s'il pouvait honorer sa commande. L'homme confirma, mais expliqua que cela ne pourrait pas être fait immédiatement, car il manquait de matériaux. Après un calcul minutieux et en ajoutant la remise pour la beauté du client, le forgeron demanda un prix total de 250 millions de wons, avec un acompte de 10%. Un coût aussi élevé pour 100 armes à usage unique ne surprit pas le héros, qui décida de payer la totalité du prix à l'avance. Cela étant dit, le forgeron promit d'envoyer le premier échantillon au héros une fois terminé, avant de lui dire au revoir. Ayant réglé la question de ses armes, le protagoniste devait maintenant trouver une armure. Comme il avait besoin de vêtements avec suffisamment de poches pour transporter tous ses couteaux cachés, il pensa qu'il lui fallait une robe comme celle du vieux maître. Mais en s'imaginant ainsi, il comprit qu'il ne ferait que se ridiculiser et décida d'opter pour une tenue plus moderne. Pourtant, alors qu'il commençait à se demander quel genre de tenue il devrait choisir, quelqu'un s'approcha soudainement de lui. Taiju était intrigué. La dame aux oreilles de renard lui tendit un prospectus, affirmant que la nouvelle collection de la Flame Boutique venait tout juste de sortir et qu'ils exposaient actuellement des manteaux. Taiju comprit immédiatement qu'un manteau en cuir serait le parfait substitut à une longue robe. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, alors que les deux explorèrent les rues, le château apparut enfin devant eux. Celle aux longs cheveux trouvait plutôt ridicule qu'il y ait un mur autour de la ville à l'époque actuelle. Son ami aux cheveux courts était d'accord, expliquant qu'il s'agissait d'un lieu réservé aux personnes importantes, accessible uniquement par bateau. La femme qui discutait du comportement de la classe aisée de cette ville était Jeong Yeon-hee, l'héritière du groupe Baekdu et une cadette à l'académie militaire.
La personne à ses côtés la trouvait plutôt intimidante, et lui demanda pourquoi elle était venue jusqu'ici, simplement pour un manteau en cuir de renard. On apprit que le manteau était fabriqué avec la fourrure de rares renards illusionnistes de Sibérie, ce qui lui conférait une excellente défense, et le rendait idéal aussi bien pour l'hiver que pour l'été. En entendant cela, sa compagne aux cheveux orange affirma que ce manteau semblait valoir la peine de sacrifier un jour de congé. Bien qu'il ait été révélé que son grand-père, le président, lui avait prêté une carte noire, Yeon-hee refusa, affirmant qu'elle comptait utiliser son propre argent. À ce moment-là, le train s'arrêta enfin au marché de Gouri. Les passagers descendirent enfin du véhicule. La cadette de l'académie militaire dit au secrétaire Kim qu'il ne devait pas perdre de temps et devait aller directement à la boutique. Pendant ce temps, du côté de notre héros, il décida qu'il vaudrait mieux avoir un manteau en cuir plutôt qu'une robe. Plus tard, en entrant dans la boutique, Teng-wei expliqua qu'on lui avait remis un prospectus à l'extérieur. Le secrétaire commença à se méfier, pensant que l'homme convoitait lui aussi le manteau. À ce moment-là, le propriétaire du magasin l'accueillit à la Flamme boutique, pour se rendre compte qu'il lui semblait étrangement familier. Teng-wei ne reconnut pas la femme devant lui, mais elle le reconnut immédiatement comme porteur. La dame précisa qu'ils avaient fait partie du même groupe il y a un mois, lors de l'attaque des orques. En se souvenant enfin de la magicienne, le protagoniste lui demanda la raison de sa présence ici. La dame expliqua que cette boutique était son activité principale et qu'être magicienne n'était qu'un moyen de gagner un peu plus d'argent, avant d'ajouter qu'elle l'avait cherché partout. En entendant cela, Teng-wei décida de partir immédiatement, car il lui avait précédemment attribué le mérite d'avoir tué les orques afin de rester à l'écart des projecteurs. Cependant, Teng-wei n'était pas tout à fait prêt à affronter la vérité une fois que la dame se serait réveillée, alors il décida de l'éviter, craignant qu'elle ne lui pose trop de questions. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut soudainement arrêté. La magicienne voulait simplement savoir si le porteur était vraiment celui qui l'avait sauvé. Lorsque le Nogodin lui demanda si elle s'était évanouie après avoir épuisé sa mana, elle décida de jouer le jeu car son sauveur avait manifestement des secrets à préserver. Teng-wei tenta de nier les accusations, mais la dame se mit à trembler. Elle le remercia du fond du cœur, car c'était grâce à lui qu'elle avait pu récupérer les corps de son chef d'équipe et de son petit ami. Alors qu'elle fondait en larmes, le héros ne savait pas comment gérer la situation. Il était indéniable qu'il avait fini par lui sauver la vie, mais son objectif principal, qui était de tester ses capacités, pouvait être considéré comme égoïste. Pour cette raison, il se sentait indigne de la gratitude de la magicienne. À ce moment-là, la secrétaire se mit à crier sur le vendeur pour avoir fait attendre sa dame. La magicienne s'excusa immédiatement. Soudain, elle tomba à genoux. Sortie de nulle part, la magicienne s'excusa fermement auprès de la dame, affirmant qu'elle n'était désormais plus en mesure de lui vendre le manteau. Taiyu était particulièrement confus. La secrétaire éclata de colère et se mit à lui hurler dessus, se plaignant qu'après avoir traversé toutes sortes d'épreuves et un long voyage, on leur refusait maintenant la vente au moment du paiement. La magicienne s'excusa de nouveau et affirma qu'elle voulait vraiment leur vendre l'objet le plus précieux de sa boutique, mais qu'elle lui avait trouvé une meilleure utilité. Même si elle promit une compensation à la fois pour la dame et la secrétaire, la cadette en avait assez entendu. Sur ce, elle empêcha la secrétaire de crier davantage. La dame décida de poursuivre sa route. Alors que la secrétaire criait à quel point tout cela était agaçant, la dame importante affirma que ce n'était pas si grave. Alors que les deux sortirent de la boutique, Teng-wei commença à s'inquiéter d'avoir peut-être causé des ennuis inutiles. Lorsque la magicienne affirma qu'elle devait être celle qui s'excusait, Teng-wei lui demanda pourquoi elle avait décidé de garder le manteau. En entendant cela, la dame fit remarquer que les gens devaient toujours lui dire à quel point il était mauvais pour comprendre les autres. Après tout, il ne se rendait toujours pas compte de ce qui se passait. La magicienne voulait lui offrir le manteau coûteux. Teng-wei avait du mal à comprendre. La magicienne voulait simplement lui rendre l'appareil pour lui avoir sauvé la vie en lui offrant le manteau en cuir de renard argenté. Le héros refusa immédiatement, affirmant qu'il avait agi par égoïsme à l'époque et que la sauver n'était pas son objectif principal. Mais la dame expliqua qu'elle se moquait bien de ses intentions, car au final, il lui avait tout de même sauvé la vie. Elle affirma que s'il voulait vraiment lui rendre l'appareil, il devait sauver davantage de personnes afin que personne ne meure en vain, comme son petit ami. C'était la première fois que quelqu'un se montrait aussi reconnaissant envers notre héros. Il avait toujours vécu entouré de mauvaises personnes, mais à cause de la situation actuelle, il se retrouvait submergé par un sentiment étrange. Pourtant, Taiyu n'éprouvait aucune aversion pour cette émotion, et, au final, il accepta le cadeau avec gratitude. Le mage en fut ravi et se précipita pour prendre ses mesures. Pendant ce temps, dans le royaume des âmes perdues, le vieil homme s'ennuyait profondément. L'immortel de l'épée, Dongbin Sonin, n'avait rien à faire dans cette maison de retraite infinie. À ses yeux, tout le monde s'habillait, agissait et se ressemblait exactement. Une seule personne se distinguait des autres. Bien qu'il vienne aussi de Murim, le suprême démon du poison n'était comme personne d'autre.
Ayant changé de coiffure et s'étant confectionné des vêtements venus d'un autre monde, il avait soit succombé à la folie de ce royaume, soit il était fou depuis le début. L'immortel de l'épée s'ennuyait tellement seul qu'il décida de demander à l'homme de lui apprendre à confectionner de tels vêtements. Et avec cela, il prit enfin sa décision. Afin de convaincre le démon du poison, il décida de lui offrir un cadeau spécial, un fruit connu sous le nom de pêche céleste de ce royaume. Un peu plus tard, à l'orphelinat de l'ancien propriétaire, dans l'un des étages souterrains les plus bas, quelque chose de louche se passait derrière une porte scellée. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, Taeju obtint des résultats positifs. À ce moment-là, il reçut un appel. C'était nul autre que le vieil homme, qui venait d'apprendre que la fabrication de l'antidote était terminée. Hong Pyo en fut ravi, car ses étagères étaient presque vides, ce qui surprit grandement le protagoniste. Après que la nouvelle du nouveau médicament anti-moustique soit devenue publique, la boutique fut envahie par toutes sortes d'aventuriers. Pour couronner le tout, certaines personnes, comme le tout premier testeur du produit, en achetaient en grande quantité. Taeju demanda au propriétaire de dire à tout le monde que d'autres flacons étaient en route et que chaque personne ne pouvait en acheter que 2 au maximum. Le vieil homme accepta, mais exprima son inquiétude quant à l'apparition imminente de faux médicaments contrefaits. Malgré cela, notre héros ne s'en souciait pas. Selon lui, s'ils étaient recopiés, il leur suffirait de créer un nouveau produit, sachant pertinemment que personne ne pouvait fabriquer ce remède sans l'art de l'esprit du poison. Ainsi, alors que le PDG s'apprêtait à mettre fin à l'appel, précisant qu'il limiterait le volume des ventes en attendant l'approvisionnement, Taeju demanda la machine d'emballage. Et alors qu'il commençait à se plaindre que l'emballage du médicament prenait plus de temps que sa fabrication, ce qui expliquait pourquoi il était resté coincé dans son laboratoire pendant 7 jours, on lui promit qu'il en aurait bientôt une. Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, 2 orphelins débattèrent pour savoir si la personne à l'intérieur était un fantôme ou un mendiant qu'il fallait chasser. Le garçon assura à la fille qu'il n'y avait pas de fantôme dans leur base secrète, et qu'il s'agissait simplement d'un sans-abri qu'il fallait mettre dehors. Un mouvement soudain effraya alors les enfants. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et une présence inquiétante émergea de la fumée. Dès que l'homme à l'allure louche parla, le cœur des enfants tomba dans leurs chaussettes. Et tout simplement, ils prirent tous les 2 la fuite pour échapper au fantôme qui sentait mauvais. Taeju, qui avait passé d'innombrables heures à emballer les bouteilles, trouva les enfants plutôt impolis de lui donner des surnoms. Le protagoniste doutait que son odeur soit aussi horrible, même s'il n'avait pas pris de douche depuis 7 jours. Il se rappela qu'il avait rendez-vous avec son ancien patron parce qu'un de ses ouvriers s'était enfui et qu'il risquait d'être en retard s'il perdait du temps à se doucher. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un l'aborda. La personne en question semblait être une dame. Elle avait entendu de son père que notre héros avait signé un contrat avec lui afin de travailler sur une sorte d'antidote. Le protagoniste affirma qu'il était Kim Taeju et demanda à la femme en face de lui qui elle était. Il s'avéra que la dame venait de l'orphelinat et s'appelait Baek Seyeon. Elle était venue ici pour vérifier la présence du fantôme dont les enfants l'avaient averti. Seyeon voulait aussi lui remettre un colis spécial. En lisant l'étiquette, Taeju comprit qu'il s'agissait du prototype que le forgeron lui avait envoyé et il remercia la dame. Cela dit, elle l'exhorta à rester en bons termes avec son père. Et alors qu'elle prenait congé, Seyeon le supplia d'aller prendre une douche avant de quitter l'orphelinat, puis partit de son côté. Peu après, son excitation prit le dessus et il décida de vérifier le prototype des dagues volantes avant de prendre sa douche. En ouvrant le colis, il trouva un mot à l'intérieur. C'était un mot du forgeron, qui lui demandait avec impertinence de lui faire savoir si le prototype avait besoin d'amélioration. On peut dire sans risque que notre héros n'était pas friand de ce genre de choses, et il déchira donc rapidement le mot. Soulagé, Taeju décida d'examiner l'une des lames. Il en était très satisfait, car elle était tranchante et solide. Son équilibre était excellent, et sa prise en main agréable. Ainsi, voyant à quel point ses armes étaient réussies, le jeune homme commença à attendre avec impatience le manteau. Il se rappela qu'on lui avait proposé cet objet coûteux gratuitement, mais comme il avait gagné un peu d'argent, il décida de faire le bon choix et de le payer. Taeju se rappela alors qu'il était pressé par le temps et se précipita pour prendre une douche. Un peu plus tard dans la journée, à la zone frontalière des bêtes magiques sur la montagne, le protagoniste rejoignit enfin le reste du groupe. Il salua immédiatement son ancien patron. L'homme l'accueillit à bras ouverts. Taeju s'excusa d'être en retard, alors le patron lui révéla qu'ils venaient eux aussi d'arriver, avant de le remercier d'être venu avec si peu de préavis. Mais alors que notre héros affirmait au patron qu'il ne faisait que lui rendre la gentillesse qu'il lui avait témoignée, quelqu'un d'impoli commença à parler. Cette personne était agacée qu'un simple porteur retarde leur chasse, et lui demanda de s'excuser. Cet individu arrogant était un débutant, nommé Jong Wonjun, membre de l'équipe de raid, qui rappela aux 2 hommes qu'il ne s'agissait pas d'une réunion amicale. Taeju demanda à cet homme de faire attention à ses paroles et affirma qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. Le fait d'être ainsi interpellé par un individu sans rang irrita profondément l'utilisateur de l'épée, car il estimait que le porteur devait simplement se soumettre et présenter ses excuses. Taeju ressentit un ardent désir de mettre fin à la vie de cet importun, et comprit pourquoi le premier gars, qu'il remplaçait, s'était enfui.
À ce moment-là, on lui expliqua que la pénalité pour rupture de contrat était élevée, et on le pressa de se maîtriser au maximum, alors que les insultes continuaient d'affluer. Ayant vécu toute sa vie en étant insulté, Taeju décida de jouer le jeu et finit par s'excuser. À ce moment-là, les autres membres du groupe demandèrent au bretteur d'arrêter de perdre du temps, soulignant qu'il était vraiment sur le point de trancher le porteur. Cela étant dit, alors que le chef commençait à s'excuser auprès de notre héros, le chef d'équipe ordonna à tout le monde d'avancer. Taeju était intrigué par le fait qu'ils allaient en faire un raid nécessitant 15 personnes avec seulement un groupe de 7. Il décida d'avertir le groupe que, même si c'était à la mode d'exclure des membres à cause de l'antidote contre les moustiques, ils avaient besoin de plus de monde pour cette mission. Le bretteur interpella le porteur pour avoir osé répondre, mais Taeju affirma que s'il se retrouvait en danger, il ne participerait pas au raid. À ce moment-là, un membre du groupe déclara qu'il en avait assez de quelqu'un qui était voué à mourir. Cela intrigua fortement notre héros. Wonjun décida de mettre fin à la vie de l'arrogant sur le champ. Le chef d'équipe, Kwon Dong-seok, rappela à son coéquipier qu'ils avaient besoin des porteurs, et menaça de tuer Théo s'il continuait à répondre. Wonjun affirma que les porteurs de la ville libre devaient mener une vie facile, car il n'en avait jamais vu un assez arrogant pour remettre en question le nombre de membres d'une équipe. Le chef d'équipe plaisanta en disant que s'il continuait à insulter le porteur, il risquait de s'enfuir, alors le bretteur déclara qu'il le tuerait tout simplement dans ce cas. Théo n'en pouvait plus et commença à se demander s'il ne devrait pas simplement tuer ces vauriens, au lieu de supporter leurs insultes, maintenant qu'il était assez fort. Cela dit, le chef du groupe demanda à tous les membres de boire leur antidote avant de partir. Le chef s'excusa alors auprès du héros de lui avoir causé tant de problèmes, mais Théo répondit que ce n'était rien et demanda s'ils allaient s'en sortir à seulement 7. Le terrain de chasse du jour était la zone des Martins à Crocs de l'âme, et grâce à l'antidote, les groupes avaient désormais besoin de moins de membres et n'avaient plus besoin de combinaisons anti-insectes pour avancer. Le chef affirma qu'il était rassurant d'avoir 2 débutants de leur côté, avant de tendre à notre héros une bouteille de l'antidote. Théo accepta son propre produit avec un sourire, tout en pensant à tout le bien qu'il avait apporté. Il se rappela comment la mage lui avait dit que, pour lui rendre l'appareil, il lui suffisait de sauver plus de gens d'une mort inutile. Pourtant, même si ses nouvelles capacités sauvaient d'innombrables vies en les protégeant des moustiques, elles l'avaient aussi influencé. 2 fois de suite, Taeju n'avait ressenti aucune hésitation à envisager de tuer les membres du groupe. La principale raison derrière cela était son lien avec le démon suprême du poison. Cet homme n'était pas du tout du genre à pardonner, et il privilégiait d'éliminer ceux qui lui avaient fait du tort. À cause du partage d'âme, notre héros avait acquis son cœur venimeux, mais il n'était pas contre cela, sachant qu'il était trop impuissant pour survivre seul sur Terre. Taeju demanda alors au patron de rester près de lui, mais l'homme tenta de lui faire comprendre que, malgré leur mauvaise réputation, il serait plus sûr pour lui de rester avec un éveillé. Le héros affirma qu'il était tout à fait sérieux, car il sentait une sorte de présence sombre au plus profond de la forêt. C'était un monstre féroce qui dirigeait ses griffes vers eux. Un jour à Murim, alors que le clan Juji était en train de brûler, celui qui était derrière tout cela fit son entrée. Le vieil homme au sol se retrouva épuisé et blessé. Juji-chon, le patriarche du clan, cria sur Dangonuk pour avoir osé leur causer tant de problèmes. À ce moment-là, le venimeux se mit à rire du démon de la foudre. Il fit même remarquer que le vieil homme devant lui et le reste de son clan avaient secrètement collaboré avec la secte démoniaque. Le patriarche hurla que tout cela était un coup monté, étant donné qu'il faisait partie des 5 grands clans. Pourtant, celui qui contrôlait les lames affirma que tous les adeptes démoniaques étaient des menteurs avant de lui lancer quelque chose. Le vieil homme était complètement horrifié. La tête de son fils roula à ses pieds. Le démon du poison déclara que c'était ce qu'il méritait pour avoir osé sacrifier des civils dans le but de créer la pilule de sang démoniaque. Il le défia alors d'oser prétendre à nouveau qu'il s'agissait d'un coup monté. Le démon du poison méprisait profondément les gens comme le démon de la foudre, qui sacrifièrent les faibles pour leur propre intérêt. À ce moment-là, le vieil homme tenta de marchander sa vie, promettant des informations sur le démon céleste en échange. Malgré cela, le jeune homme ne pouvait ignorer le fait qu'innombrables étaient les âmes mortes à cause des péchés du démon de la foudre. Pour cette raison, il décida de le punir sur le champ, et ainsi, une pluie de lames empoisonnées s'abattit sur lui. Le double de notre héros désirait ardemment infliger la même punition au démon céleste. De retour dans le présent sur Terre, les membres du groupe étaient soulagés de voir que chasser les martins était devenu un jeu d'enfant puisqu'ils n'avaient plus à se soucier des moustiques. Le bretteur était ravi par le butin considérable et taquina le froussard pour avoir douté de leur succès, affirmant qu'il resterait toujours un porteur. Taegyo peinait à contenir sa rage, car le groupe n'avait réussi que grâce à l'antidote qu'il avait fabriqué. À ce moment-là, il commença sérieusement à envisager de les tuer. Pourtant, il décida finalement de ne pas faire de ses adversaires agaçants les premières cibles de ses nouveaux couteaux de lancer. Taegyo savait parfaitement que le groupe aurait eu beaucoup plus de mal à chasser les bêtes sans son antidote. Malgré tout, il doutait fortement de leur capacité à gérer ce qui allait suivre. Une fois de plus, le héros avertit le chef du danger imminent et lui conseilla de rester près de lui, mais l'homme était particulièrement perplexe.
Taegyo affirma qu'ils allaient affronter un défi simple et célèbre de cette montagne, l'attaque d'une bête magique. En voyant la créature, le chef se mit à trembler. Tous furent horrifiés à l'apparition d'un loup à la fourrure rouge. Pourtant, Taegyo rassura le chef en lui disant qu'il n'avait rien à craindre et lui demanda de tenir son sac à dos, ce qui le rendit particulièrement intrigué. Ce loup était un adversaire qui nécessiterait l'intervention d'un rancœur ordinaire pour être maîtrisé, mais ce n'était pas la partie la plus effrayante à leur sujet, car ces animaux se déplaçaient en groupe de 10. Wonjun fut pris au dépourvu par l'apparition du deuxième loup. Ainsi, il se mit à brandir son épée dans l'espoir de tuer les créatures, mais le loup esquiva rapidement la lame qui arrivait. Voyant cela, l'épéiste commença à paniquer et demanda ses ordres au chef d'équipe. Mais le chef d'équipe en question avait déjà commencé à prendre la fuite. Alors que la fille qui l'accompagnait criait de panique, l'individu méprisable la rassura en lui disant qu'ils allaient simplement suivre leur plan habituel. Ils allaient jeter les porteurs pour distraire les loups afin de pouvoir s'échapper en toute sécurité. Sur ce, le vieux patron commença à paniquer et supplia Taeju de trouver une solution. Notre héros était plus qu'heureux de s'en charger. Il lança immédiatement son projectile en utilisant l'art du poignard volant, éclair unique. Et ainsi, le poignard fendit l'air à grande vitesse, frôlant le crâne de l'épéiste ainsi que le visage du chef d'équipe. Finalement, il s'est planté dans un rocher, et aussitôt, des cris d'agonie ont résonné à travers la forêt. Le patron était horrifié par ce qu'il venait de voir. Taeju a alors réprimandé le premier pour avoir abandonné sa propre équipe, et le second pour avoir voulu sacrifier les membres les plus faibles afin de se sauver lui-même. Il n'y avait rien que notre héros méprisait plus que les lâches prêts à sacrifier les faibles pour leur propre intérêt. Le bretteur et le chef d'équipe souffraient encore, car ils avaient perdu leurs oreilles. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wonjun remarqua quelque chose de tout à fait stupéfiant. L'un des loups était déjà tombé raide mort. Le patron, tremblant, demanda au protagoniste comment il avait pu abattre le monstre d'un seul coup. À cet instant, le loup rouge restant décida de venger son compagnon, mais l'artiste martial n'était pas du tout disposé à le laisser faire. Furieux, il menaça de mettre fin à la vie de la bête si elle osait bouger. Taeju se tourna alors vers le groupe et leur demanda si c'était normal pour eux. Il voulait savoir s'ils sacrifiaient toujours le membre le plus faible lorsqu'ils se retrouvaient dans une situation périlleuse. Wonjun cria qu'il était tout à fait naturel que les moins importants meurent pour le bien des éveillés. Taeju s'attendait à une telle réponse. Ainsi, il décida de faire goûter au groupe à leur propre médecine et, en un clin d'œil, il se déplaça rapidement vers un endroit sûr. Taeju leur ordonna alors de se battre. Les hommes à une oreille restèrent stupéfaits. Puisqu'il avait déjà tué le premier loup, il voulait que le groupe s'occupe du second. Le chef d'équipe affirma que c'était du grand n'importe quoi et assura que Taeju regretterait d'avoir provoqué les éveillés. Il se mit alors à hurler sur son coéquipier terrifié, qui promit au héros une belle récompense s'il les aidait, et, aussitôt, un autre couteau fut lancé sur lui. Taeju en conclut que le grand n'avait pas besoin de ses oreilles, puisqu'il ne semblait pas comprendre les mots. Le protagoniste leur rappela alors que son travail à lui était de porter les affaires, tandis que le leur était de se battre. Il se mit même à les critiquer, car ils étaient bien plus confiants lorsqu'ils combattèrent des martres, et sur ce, il leur ordonna de se battre. Taeju était tout à fait sérieux à ce sujet. À ces mots, tout le monde resta sous le choc, en particulier l'épéiste, qui affirma qu'il n'obéirait pas à ses exigences. Pourtant, Taeju avertit qu'il ne pouvait pas se permettre de refuser avec le loup rouge sur les bras. Cela dit, le porteur d'épée demanda à ses compagnons de tenir la ligne, et aussitôt, il reçut une gifle en plein visage. La patte de la créature était assez puissante pour lui arracher la tête d'un seul coup. À ce moment-là, le chef du groupe promit de prendre la vie du porteur. Mais alors qu'il maudissait l'agneau sacrificiel, il ne remarqua pas le loup qui se trouvait désormais à ses côtés, et, en un instant, la moitié supérieure du chef du groupe fut arrachée par la mâchoire du loup. Alors que les deux femmes restantes décidèrent de prendre la fuite, la créature s'occupa immédiatement de l'une d'elles. Ainsi, alors qu'il ne restait plus qu'un membre du groupe, la créature impitoyable concentra son attention sur sa dernière proie. Et, tout simplement, il utilisa ses puissantes mâchoires. Il acheva le dernier membre du groupe. La créature tourna alors son regard. Après tout, il restait encore une proie au sol pour elle. Le chef commençait à s'inquiéter, car le monstre le regardait comme un en-cas. Taeju était particulièrement agacé, car il aurait voulu laisser la créature en vie si elle avait choisi de s'enfuir. Après avoir tué une bande d'inconnus, le loup semblait être devenu arrogant, malgré le fait qu'il ait constaté l'écart de puissance entre lui et le protagoniste. Ainsi, il ne restait plus qu'une seule option. Taeju décida de lui ôter la vie. Sur ces mots, il concentra toute sa puissance, et, en un instant, la paume empoisonnée du seau de sang s'abattit sur la créature. Cela provoqua une onde de choc gigantesque qui atteignit les cieux. Le chef resta sans voix, car il ne s'attendait pas à ce qu'un non-éveillé soit aussi puissant. À ce moment-là, il comprit qu'à l'époque, c'était Taeju qui avait exterminé les orques, et qu'il avait tenté de se dissimuler en attribuant tout le mérite au mage. Dès lors, le chef commença à se demander ce que Taeju lui réservait, puisqu'il avait été témoin de toute la scène. Il tomba alors à genoux et supplia pour sa vie.
Taeju rassura le chef en lui disant qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Ce fut un immense soulagement. Lorsqu'on lui demanda s'il était blessé, l'homme précisa qu'il allait parfaitement bien. Taeju décida alors de demander une faveur au chef. D'un simple regard menaçant, tout devint clair. Le porteur tremblant comprit immédiatement qu'il devait garder le silence sur ce qui venait de se passer. Sur ces mots, les deux décidèrent de quitter la montagne. Quant aux cadavres, ils furent laissés à pourrir au soleil. Taeju, qui se rappelait déjà son combat contre le premier lieutenant, commença à penser à la façon dont les bêtes dévoreraient les cadavres et à quel point sa conscience était tranquille. En réalité, ni lui, ni son alter ego maître d'arts martiaux ne pouvaient tolérer ceux qui sacrifiaient les faibles pour leur propre intérêt. Il ne pouvait s'empêcher de comparer ces individus méprisables à ceux du clan Jug. Pendant ce temps, au siège de la pharmacie Yujae, au château de Guri, une réunion se tenait dans la salle de conférence. Les personnes présentes étaient scandalisées par le fait que les ventes avaient chuté de 50%. Ils commencèrent à blâmer Taeju et Hongpyo pour cela, car tout le monde était attiré par la pharmacie Baek à cause du remède contre les moustiques. Le gros cria qu'ils avaient fermé les yeux sur cela trop longtemps et qu'ils auraient dû écraser leur petit rival depuis longtemps. Oh Bambok, le président de Saijipyeong, leur rappela que, bien qu'il possède la plupart des pharmacies de la ville, Cheonwang possédant le reste, Baek était le seul à ne pas s'être soumis. Le président Lee Gil-ho de la pharmacie Gurjneri accusa le comité de protéger Hongpyo simplement parce qu'il possède l'orphelinat. Nambok dit à son ami Gros qu'il devrait essayer de trouver une solution au lieu de se plaindre, ce qui faillit déclencher une dispute. À ce moment-là, Jo Hun-seok, le représentant de la pharmacie Yujae, calma les deux hommes qui se disputaient sans cesse. Il déclara qu'ils devaient travailler ensemble et faire preuve d'honnêteté, en commençant par admettre que son groupe avait essuyé un échec. À première vue, toutes les grandes entreprises avaient échoué à copier le remède fabriqué par le protagoniste. Malgré tout, Nambok était certain que son entreprise finirait par réussir à créer l'antidote avec du temps. Son collègue cria qu'il s'en fichait complètement et affirma qu'ils avaient besoin d'une solution immédiate pour éviter la faillite. Cela étant dit, le représentant de Yujae affirma que leurs mains étaient liées et que, malgré leurs inquiétudes concernant le comité, ils devaient continuer comme d'habitude. Le gros s'attendait à une telle réponse de la part de son ami et lui demanda s'il avait terminé son enquête. Le représentant décida alors de partager ces informations. Ils avaient pu découvrir que le créateur de l'antidote était un officier démobilisé de 29 ans, fils aîné du général de brigade Kim Mung-bang de Paju. Nambok était mécontent de cette information, car cela signifiait qu'il ne fallait pas s'en prendre au protagoniste, puisqu'il était le fils d'un maître. Pourtant, Hun-seok affirma que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. D'après leurs informations, Taeju était un rejeté du manoir devenu soldat après avoir été chassé de chez lui, et son père avait une épouse japonaise qui voulait sa mort et avait 2 fils à elle. Le gros supposa immédiatement que le protagoniste s'était enfui de sa famille. Hun-seok confirma cela et décida d'aller rencontrer Taeju, afin de lui proposer une offre encore plus lucrative que celle de Baek Hongpyo, et en cas de refus, ils adopteraient simplement leurs méthodes sanglantes habituelles. Plus tard dans la journée, au sein du corps de défense contre les bêtes magiques de l'armée impériale sur le mont Jiri, quelqu'un frappa à la porte du commandant. L'homme en charge voulait savoir si ces renseignements étaient arrivés. L'officier confirma, affirmant que ces informations leur avaient été transmises par le comité d'autonomie de la ville libre. Après avoir pris connaissance des informations personnelles de notre héros, le commandant comprit qu'il s'agissait du fils rejeté du manoir du général Kim. Par le passé, l'armée avait demandé un contrat d'approvisionnement qui avait été refusé par la ville libre, mais puisque le fabricant était un soldat, il pourrait encore avoir une chance. En acquérant l'antidote, l'armée pourrait lancer une vaste opération de subjugation avant la vague de bêtes magiques. Le lieutenant-général Oh In-shing, de rang maître, pensant que les choses seraient faciles puisque le père et le fils sont encore proches, exigea immédiatement une rencontre avec le général Kim. Le lendemain, dans la ville natale de notre héros, dans le bureau de son père, le général raccrocha enfin le téléphone. Cela dit, il prit une profonde inspiration. Sa femme exprima à quel point elle était surprise de voir Taeju devenir si important alors qu'il était autrefois trop faible même pour l'université. Sur ce, elle se précipita pour réserver des billets pour la ville libre, affirmant qu'il devait aider le jeune homme nouvellement riche, car il pourrait très facilement se faire arnaquer. Pourtant, il l'exhorta à ne pas s'occuper de lui. Le père ne voulait rien avoir à faire avec la brebis galeuse de la famille, qui avait été radiée du registre familial. Sa femme en colère lui rappela que, registre ou non, ils étaient toujours liés par le sang et devaient s'entraider. Et pourtant, alors qu'il faisait appel à sa conscience, elle se rendit compte qu'il était au courant de sa demande d'assassinat. Elle se mit à trembler, mais se rassura en se disant qu'il n'y avait aucune preuve, puisque le premier lieutenant était déjà mort. Elle hurla à son mari de demander à son fils l'antidote militaire, car cela l'aiderait grandement pour son évaluation de promotion. Elle affirma que le territoire de sa famille ne pouvait plus les soutenir et que le général devait aussi penser aux frais de scolarité de ses 2 autres fils. C'est donc pour cette raison que le général Kim lui demanda d'aller voir elle-même son beau-fils. Il lui rappela que ses intentions étaient claires.
Cela dit, la femme resta frustrée. Et sur ce, elle quitta la pièce, affirmant qu'elle ferait ce qu'elle voulait, avant de claquer violemment la porte derrière elle. Le général se retrouva enfin seul. Son fils, qu'il avait cru mort après des mois de disparition, menait en réalité une belle vie dans la ville libre. En fait, le père était heureux de voir que son fils passait le reste de ses jours dans le bonheur. Pendant ce temps, au marché animé de la ville libre, à l'intérieur de la boutique de la Flamme, parmi d'innombrables costumes coûteux qui se ressemblaient en tous, le protagoniste reçut une tenue pas comme les autres. Le mage affirma que cela lui allait très bien. Teju était particulièrement ravi de ce manteau d'exception fabriqué en cuir de bête magique. Il n'était pas lourd, offrait de bonnes statistiques défensives, ainsi qu'un excellent contrôle de la température, et sa couleur était également parfaite. Pour couronner le tout, le mage lui avait ajouté les nombreuses poches qu'il avait demandées. La dame, qui avait trouvé cette demande étrange, en comprit finalement le sens en voyant que Teju utilisait de nombreuses armes, et lui demanda s'il était aussi chasseur. Taiju décida de payer son nouveau manteau à 3,4 milliards de won, mais la mage affirma qu'elle ne faisait que lui rendre sa gentillesse. Notre héros fit remarquer que la dame avait dû être assez embarrassée à cause de lui, puisque ce cadeau était déjà destiné à quelqu'un d'autre. Mais la mage le rassura en lui disant qu'elle avait déjà dédommagé le client en question. Taiju prit un court instant pour réfléchir. Ayant pris sa décision, il choisit de demander plusieurs autres produits. Son objectif était d'aider l'entreprise de la dame tout en achetant plusieurs cadeaux pour les orphelins. La mage n'eut d'autre choix que d'accepter et lui demanda de patienter pendant qu'elle emballait tout. C'était plutôt rafraîchissant pour elle de traiter enfin avec une bonne personne, au lieu de l'éveiller moyen et agaçant. À ce moment-là, quelqu'un d'autre entra dans la boutique. Un homme mystérieux se précipita pour saluer notre héros, affirmant qu'il le cherchait. Il s'approcha alors discrètement de lui. Jo Hoon-sok se présenta comme le PDG de UJ Pharmacy. À ce moment-là, Taiju se montra méfiant envers l'homme. Le PDG comprit rapidement que cette visite inattendue avait agacé le protagoniste. Le jeune homme confirma que c'était bien le cas et demanda au PDG comment il avait réussi à le trouver. Hoon-sok expliqua que l'association des pharmacies savait tout ce qui se passait dans la ville libre. Cela étant dit, il décida d'aller droit au but. Jo Hoon-sok exigea que le héros leur vende l'antidote contre les moustiques. Taiju ne pouvait s'empêcher de se sentir menacé. Le PDG affirma qu'il demandait simplement un service, ce que notre héros refusa immédiatement. Hoon-sok lui proposa même tous les moyens de rompre le contrat avec Baek Hong-pyo. Pourtant, Taiju affirma qu'il avait déjà donné sa parole. Lorsqu'on lui proposa de vendre la formule pour 5 milliards de won, notre héros précisa qu'il ne la vendrait jamais à un prix aussi bas. Le PDG commençait à perdre patience. Il expliqua au jeune homme que le contrarié ne rendrait pas sa vie plus facile dans la ville libre. Mais l'artiste martial s'en moquait éperdument et congédia l'homme. À ce moment-là, la dame sortit, pensant qu'un client était entré. Alors Taiju expliqua qu'il ne s'agissait que d'un mendiant qu'il avait renvoyé. Une fois dehors, Jo Hoon-sok décida de faire ravaler ses paroles au protagoniste. Il passa donc immédiatement un coup de fil et pressa ses hommes de lancer l'opération habituelle. Plus tard dans la journée, à la frontière de la ville libre où le manoir du protagoniste était en construction, on le vit porter de nombreux sacs. Il arriva enfin à cet endroit. L'ancien propriétaire fut intrigué en le voyant porter autant de choses. Taiju expliqua comment il avait acheté des vêtements pour les orphelins afin d'exprimer sa reconnaissance envers leur directeur. À ce moment-là, le vieil homme se mit à pleurer. Il était submergé par la gentillesse du héros au point de promettre de devenir une personne encore meilleure. Taiju fut ravi de cette réaction. Il était également reconnaissant envers Hong-pyo, car grâce à lui, la construction de son manoir se déroulait sans accroc. Et alors qu'il faisait remarquer qu'il souhaitait accepter sa proposition, le vieil homme lui demanda s'il en était certain. Taiju déclara qu'il avait pris sa décision après avoir reçu la visite de Jo Hoon-sok. Cela mit le directeur dans une grande colère, inquiet que le PDG ait fait du mal au protagoniste. Taiju le rassura en expliquant qu'il avait simplement été menacé et raconta comment cette interaction lui avait rappelé la façon dont les gens traitent les personnes sans pouvoir. Pour cette raison, il décida de suivre les conseils du vieil homme et de créer sa propre entreprise pharmaceutique, exhortant l'ancien patron à continuer de l'aider. Taiju demanda alors au vieil homme de poursuivre le bon travail sur le chantier jusqu'à son retour. En attendant que sa nouvelle entreprise voie le jour, le héros déclara qu'il voulait partir créer de nouveaux médicaments. Pourtant, au fond de lui, il était particulièrement agacé par le fait que personne n'ait remarqué son nouveau manteau coûteux. L'art du poison de la forme du chaos a été développé par le démon suprême du poison, le guerrier le plus puissant de tout Murim. C'était un mélange des techniques traditionnelles de son clan, ainsi que de la cultivation du si des 5 éléments, avec un peu d'inspiration provenant d'autres arts martiaux. Elle était divisée en 10 étoiles, chaque niveau permettant à l'utilisateur d'acquérir une nouvelle capacité. Après avoir acquis 10 étoiles, il fallait atteindre l'illumination pour obtenir l'esprit du poison, qui était la clé de la technique secrète, la pluie de pétales déferlant des 10 000. Cette technique avait permis au démon du poison de vaincre le démon céleste, qui était le chef de sa secte démoniaque. De retour sur Terre, dans la zone d'épidémie de bêtes magiques, une puissante onde de choc s'était produite.
Un combat entre l'homme et la bête avait éclaté. L'utilisateur du poison prit une profonde inspiration. Il saisit fermement son couteau avant de l'enfoncer dans le crâne de son adversaire. Et ainsi, le monstre géant fut abattu. Taiju réussit à obtenir une victoire écrasante. Il ne s'attendait pas à ce que ce qu'on appelait le lynx griffe de poison soit aussi grand. À cause de sa peau épaisse, Taiju eut du mal à le combattre avec son énergie interne et ses armes. Il était actuellement au 3e niveau, entre un guerrier de première et de seconde classe, ce qui était un état de puissance pitoyable, et la raison pour laquelle il devait consommer le poison des monstres. Taiju tomba sur un gros joyau empoisonné et se mit à penser que la cultivation était une tâche facile avec les connaissances de l'ancien artiste martial. En voyant qu'il avait tout ce savoir de son côté, il serait facile pour notre protagoniste de progresser rapidement. Au début, son corps n'était pas capable de supporter beaucoup de poison. Mais voyant que son corps s'était maintenant stabilisé, il était enfin prêt à dépasser le 3e niveau. Pour cette raison, il se mit à fantasmer sur le poison du cerf d'eau à spores toxiques. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il revint à la réalité et se rendit compte qu'il devait récupérer ses couteaux de lancer très coûteux. Le cerf d'eau à spores toxiques était une créature paisible qui n'attaquait pas les humains. Il avait 2 bosses sur le dos, ce qui le rendait comparable à un chameau. En un clin d'œil, Taiju décapita la pauvre créature sans la moindre hésitation. Le plus terrifiant chez cette créature était le fait que ses bosses explosaient dès qu'elle mourait. Ainsi, ces spores toxiques microscopiques étaient libérés dans l'air. En un instant, le héros se retrouva entouré d'innombrables bulles empoisonnées. Ce poison était suffisamment puissant pour faire fondre des masques à gaz, et il fallait 60 minutes avant qu'il ne se dissipe naturellement. Après un examen minutieux, le héros décida d'absorber le poison d'un seul coup, car c'était le plus puissant qu'il ait jamais vu. Et ainsi commença l'opération. Taiju commença à utiliser son pouvoir pour absorber le poison. Il fit de son mieux pour se concentrer. Son objectif était de focaliser toute l'énergie du poison. En procédant ainsi, il serait capable de l'absorber. Si le protagoniste parvenait à absorber tout le poison, il pourrait enfin atteindre l'étoile suivante. Plus tard dans la journée, après d'innombrables heures de circulation du QI, le héros commença à penser qu'il avait peut-être absorbé trop de poison de cerf, car il avait passé beaucoup de temps à le transformer en énergie interne. Puisque la Terre possédait une plus grande diversité de poisons que le monde martial, notre héros était assuré d'une croissance rapide. Il refusait de ressentir la faiblesse à nouveau. En fait, il ne voulait plus jamais s'incliner devant qui que ce soit. Ainsi, après d'innombrables heures de dur labeur, Taiju Kim atteignit enfin la 4e étoile. Cela étant fait, il se releva enfin. Son voyage à la montagne avait été plus long que prévu. Oui, il avait réussi à devenir plus fort et avait même trouvé un antidote au poison du cerf d'eau. Ainsi, Taiju décida de rentrer chez lui. Voyant à quel point il s'inquiétait pour la pharmacie YJ, il ne voulait pas perdre plus de temps. Ce soir-là, à la pharmacie du vieux propriétaire, le héros posa enfin son sac à dos. Taiju se précipita alors pour saluer le vieil homme. Il supposa que les affaires devaient très bien marcher, en voyant que les étagères étaient vides. Baek exprima à quel point il était inquiet, car le protagoniste était injoignable depuis 15 jours d'affilée. La réceptionniste inquiète lui souhaita également la bienvenue à son retour. Taiju s'excusa et expliqua qu'il avait dû se concentrer sur l'entraînement et la recherche avant de demander quel était le problème. Il s'avéra que de nombreuses entreprises pharmaceutiques avaient retiré leurs produits des rayons et ne voulaient plus en fournir. Pour aggraver les choses, le département d'approbation des médicaments du comité d'autonomie a demandé la liste des ingrédients de l'antidote afin de vérifier les effets secondaires. Taiju comprit immédiatement que Jo Hun-seok était derrière tout cela. Le propriétaire expliqua que c'était la méthode de chasse préférée du PDG et révéla au héros qu'il était le général empereur du comité. En plus de cela, refuser de fournir la liste des ingrédients entraînerait l'interdiction de la vente de l'article. Après un raisonnement minutieux, Taiju comprit que l'ennemi devait encore leur réserver d'autres ennuis. Les individus sans scrupules agissaient exactement comme il s'y attendait. C'est pourquoi le héros décida de prendre l'ennemi par surprise. Ainsi, Taiju proposa à Hong Pyo de redoubler la menace du comité, mais le propriétaire ne comprit pas vraiment ce qu'il voulait dire. Notre protagoniste affirma qu'il devrait arrêter de vendre leurs produits, étant donné la rumeur selon laquelle il aurait des effets secondaires sur les consommateurs. Tout au long de cette nuit à l'orphelinat, de la fumée s'élevait dans les airs et de la viande était en train de cuire. Tout l'orphelinat, accompagné de leur invité d'honneur, faisait un petit barbecue. Après avoir pris la première bouchée, Taiju resta complètement stupéfait. La viande qu'il venait de goûter était absolument divine. Le goût du cerf d'eau tacheté empoisonné était considéré comme le meilleur de tout l'Empire. Taiju comprit rapidement que les rumeurs selon lesquelles l'empereur rassemblait toutes les carcasses de cerfs pouvant être purifiées du poison étaient en fait vraies. Le fait d'avoir préparé l'antidote contre ce poison était le meilleur choix qu'il ait jamais fait. Au début, notre héros voulait simplement protéger les civils du poison du cerf en cas de vague de bêtes magiques, mais les choses étaient désormais différentes. On pouvait dire sans risque que cette nourriture délicieuse était addictive, ce qui poussa le protagoniste à envisager de lancer un commerce de viande de cerf.
Il se mit à fantasmer sur le fait que l'empereur, réputé pour sa maîtrise du sabre au niveau de grand maître, deviendrait son client numéro 1, car il était accro à cette viande. À ce moment-là, le directeur décida de dire quelques mots. Hong Pyo remercia le protagoniste de leur avoir offert un mets aussi délicieux. Il le félicita même d'avoir créé un antidote contre le poison du cerf d'eau. Malgré tout, l'homme exprima son inquiétude quant à la fermeture prolongée de la pharmacie. Pourtant, Taeju expliqua que c'était pour le mieux. Seul le temps révélerait le résultat et montrerait qui souffrirait réellement le plus du fait qu'il ne vende plus l'antidote. Un jour quelconque de la semaine, Jin-soo était particulièrement agacé, car la pharmacie était fermée depuis 5 jours d'affilée, et il était sur le point de manquer de flacons d'antidote. Certaines personnes commencèrent à spéculer que les rumeurs concernant de graves effets secondaires de l'antidote étaient vraies, affirmant que cela avait forcé l'ancien propriétaire à fermer sa boutique. Après avoir entendu cela, le bêta-testeur était particulièrement agacé, voyant que ces deux-là bavardaient juste pour le plaisir de commérer. Pourtant, dès qu'il essaya d'intervenir, quelqu'un l'arrêta rapidement. Lee Eun-chong était là pour maintenir l'ordre. La présence du capitaine des justiciers commença à attirer une foule, qui colportait des rumeurs selon lesquelles la pharmacie YJ serait liée au comité. Le capitaine demanda à tout le monde de continuer à avancer avant d'expliquer que le comité avait décidé d'interdire la vente de l'antidote jusqu'à ce qu'il puisse vérifier la formule pour d'éventuels effets secondaires. À ce moment-là, le bêta-testeur se mit à crier qu'il n'y avait aucun effet secondaire et que sans l'antidote, il devrait à nouveau utiliser les combinaisons anti-insectes. Alors que les plaintes du public devinrent de plus en plus fortes, le capitaine des justiciers ne put s'empêcher de sourire en coin. Il était agacé par le fait que quelqu'un de rang inférieur ait eu l'audace de lui répondre. Mais au final, il décida de ne pas gaspiller sa lame sur eux et commença à penser à quel point il était agaçant que l'officier administratif le force à faire cela. Ainsi, alors que tout le monde reprenait sa route, le seul et unique client fidèle décida de tenir bon. En voyant cela, le capitaine des justiciers lui demanda s'il avait les moyens de soutenir son arrogance. Et tout simplement, Jin-soo prit la fuite. Le capitaine se moquait bien du médicament, mais il voulait mettre la main sur Jo Hun-seok, qui manipulait le comité. Pendant ce temps, observant la scène de loin au téléphone avec l'officier administratif, Jo Hun-seok exprimait à quel point il était heureux de voir que l'officier avait forcé le capitaine des justiciers à exécuter ses ordres à sa place. L'officier administratif expliqua que grâce à lui et au président, le troisième membre permanent du comité serait toujours mis en minorité lors des votes. Faisant remarquer que Lee Jung-hyuk n'intervient que dans des situations extrêmes, le PDG expliqua qu'ils avaient déjà commencé la deuxième phase du plan. Il promit à l'officier administratif une énorme récompense et affirma que, à moins que leurs ennemis n'obtiennent de l'argent par miracle, ils ne tiendraient plus très longtemps. Pendant ce temps, dans le bureau du lieutenant-général Oh Jin-young, des négociations étaient en cours. Taeju décida de fournir 1 million de bouteilles au corps de défense contre les bêtes magiques au prix du marché. Le lieutenant-général fit une pause pendant une seconde. Le lieutenant-général fit une pause d'une seconde, et alors qu'il soulignait le prix extrêmement élevé, Taeju s'inquiéta d'avoir contrarié l'homme en exigeant le prix du marché de la part de l'armée. Pourtant, à sa grande stupéfaction, l'officier à ses côtés affirma que son commandant semblait en être très satisfait. Alors que le lieutenant-général affirmait que Taeju vendait son produit à un prix plutôt bas, le jeune homme resta particulièrement perplexe. Après avoir confirmé qu'il disposait des fonds nécessaires, le commandant exigea que la moitié de la somme soit immédiatement remise au héros comme acompte. Pourtant, Tiana avait encore un produit à présenter. Tiano, qui voulait créer sa propre entreprise, avait réussi à concevoir un nouveau produit. Le jeune homme dévoila alors le paquet et encouragea le commandant à l'essayer. Le maître resta particulièrement perplexe, car il ne s'attendait pas à recevoir de la viande cuisinée exclusivement pour lui. Le lieutenant-général expliqua qu'il évitait la viande récemment pour des raisons de santé. Tiano l'encouragea à offrir cette viande à l'empereur. Dans ce cas, voyant qu'il s'agissait de viande de cerf d'eau empoisonnée par des spores, l'autre officier présent dans la pièce fut profondément stupéfait, car cette viande était réputée pour avoir une texture incomparable. Le protagoniste acquiesça pour confirmer. Voyant à quel point le jeune homme devant lui était compétent, le commandant lui proposa de réintégrer l'armée. Ces quelques mots suffirent à réveiller l'instinct de tueur de notre héros. Le corps de défense contre les bêtes magiques du Mont Jiri existe en tant qu'ordre de l'Empire. Sa mission est de combattre les vagues de bêtes magiques et de contrôler leur nombre. C'est pourquoi, à son arrivée, le commandant se sentit accablé, car une lourde responsabilité pesait sur ses épaules. Mais en même temps, il avait enfin trouvé un moyen de se sauver. Le lieutenant-général ne pouvait s'empêcher de penser au remède à base de cerf d'eau. À ce moment-là, son subordonné l'informa que le paiement promis au héros avait bien été effectué et que ses ordres étaient exécutés sans encombre. Le commandant avait déjà prédit qu'à cause de Ju Han-seok, Taeju se tournerait vers eux, et il fut informé d'une chasse au cerf d'eau prévue pour le lendemain. Sur ce, le maître demanda à son subordonné de surveiller le fabricant de médicaments et de lui apporter de l'aide si nécessaire. Le général félicita alors l'adjudant qui, malgré l'absence de relations, obtenait toujours des résultats impeccables. L'homme se sentit heureux,
car il était enfin reconnu par son supérieur. À ce moment-là, le commandant éleva la voix et posa la main sur l'épaule de son subordonné. Le général ne put s'empêcher de pleurer en exhortant l'adjudant à gravir les échelons avec lui jusqu'à atteindre l'empereur. Et c'est ainsi que tous deux commencèrent à scander le nom de notre protagoniste. Pendant ce temps, dans la nouvelle résidence Kim fraîchement construite, le propriétaire expliquait qu'il ne rencontrait aucun problème pour créer son entreprise. Le vieil homme proposa de s'occuper de toute la paperasse dès que notre héros aurait choisi un nom pour celle-ci. Taeju était extrêmement heureux d'avoir réussi à signer le contrat avec l'armée et qu'ils aient reçu un grand soutien du lieutenant général. Le commandant semblait digne de sa position, car il fit rapidement savoir au public qu'il avait signé un contrat exclusif avec notre protagoniste. Bak Hong-pyo expliqua alors comment il avait utilisé l'acompte de 25 milliards provenant de l'armée pour rembourser leurs prêts, mais il précisa également qu'il avait fermé ses comptes dans cette banque en particulier, vu tous les problèmes qu'elle lui avait causés. Taeju affirma que c'était la bonne décision et l'encouragea à utiliser le reste de l'argent pour le bien de l'orphelinat. Il précisa ensuite qu'après réflexion, diriger une entreprise seule serait assez difficile et déclara donc qu'il avait besoin d'un partenaire digne de confiance. Et tout simplement, il proposa au vieux pharmacien de devenir le copropriétaire de son entreprise. Le directeur de l'orphelinat doutait de pouvoir être à la hauteur, car ses compétences se limitaient à une petite pharmacie, mais le héros n'était pas de cet avis. Taeju était un génie des médicaments, mais dans le monde des affaires, il était complètement ignorant, c'est pourquoi il avait besoin d'aide. Hong-pyo ne s'attendait pas à ce que son bienfaiteur le considère comme un partenaire fiable, c'est pourquoi, finalement, il accepta. Pourtant, le vieil homme insista pour ne recevoir que 10% des bénéfices, mais le héros refusa. Puisque son partenaire serait seul responsable des opérations, il insista pour qu'il obtienne au moins 30% des parts. Finalement, Hong-pyo accepta, mais précisa que ce ne serait pas lui qui dirigerait les choses, car il avait en tête quelqu'un de bien plus qualifié pour le poste. Le vieil homme faisait référence à Baek So-yeon, que notre héros avait déjà rencontré dans le bunker de l'orphelinat. Selon lui, elle était son enfant la plus intelligente, c'est pourquoi il allait la contacter immédiatement. Hong-pyo avait été le directeur de l'orphelinat pendant 2 décennies, ce qui signifiait qu'il était en lien avec de nombreux membres de la société issus de différentes professions, ce qui le rendait puissant. Et à cause de cela, le héros fut convaincu qu'il avait eu raison de le choisir comme copropriétaire. Taeju proposa alors de combiner leurs noms pour nommer l'entreprise, et suggéra Tae-hong-bio. À ce moment-là, le vieil homme déclara qu'il avait contacté certains de ses plus anciens enfants qui étaient devenus des éveillés. Cela troubla beaucoup le héros. Selon le vieil homme, le PDG de Yijae Pharmacy était un homme mauvais, c'est pourquoi Taeju avait besoin de gardes du corps. Le jeune homme déclara qu'il n'avait pas besoin de protection et exhorta ses gardes du corps à aller protéger leur maison. Cela surprit grandement le vieil homme, car il semblait que son partenaire avait quelque chose derrière la tête. Même ainsi, on pouvait dire sans risque que le protagoniste, dépourvu de marque, n'était pas un éveillé puissant, ce qui signifiait qu'il comptait probablement sur son expérience de soldat. À ce moment-là, le héros remarqua le regard dans ses yeux. Comme son inquiétude fut prise pour un manque de confiance, Hong-pyo affirma que ce n'était pas le cas. Cela étant dit, le héros décida d'adopter une méthode différente. Il exigea que le directeur de l'orphelinat convoque tous les gardes du corps en même temps. Taeju voulait prouver sa puissance et tester l'antidote contre le poison de cerf, et la meilleure façon de le faire était de partir à la chasse avec eux. Plus tard dans la journée, dans la zone frontalière des bêtes magiques, le groupe commença à progresser à travers la forêt. Certains des orphelins commencèrent à admirer le manteau très coûteux du fabricant de potions, ainsi que son équipement raffiné. Pourtant, ils s'inquiétèrent pour lui, pensant qu'il était faible. Sur ce, l'un d'eux tapota l'épaule de leur nouveau patron. Baek Chang-hun, âgé de 25 ans et de rang utilisateur, décida de marcher en tête alors qu'ils allaient entrer en territoire de bêtes magiques afin d'assurer sa sécurité. Taeju demanda à être appelé Hyung-nim, un terme qui désigne quelqu'un d'à peine plus âgé que l'éveillé. Le bretteur expliqua alors que, malgré ses bonnes statistiques, le manteau pouvait gêner et qu'en tant qu'utilisateur, il était un meilleur combattant que le protagoniste. Pensant avoir dépassé les bornes, l'orphelin s'excusa immédiatement. Taeju précisa qu'il comprenait son inquiétude, voyant qu'il n'avait aucune marque. Pourtant, il proposa de remettre la discussion à plus tard, une fois qu'ils auraient réglé le problème qu'ils avaient sous la main. Cela intrigua le bretteur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua d'innombrables yeux s'ouvrant au-dessus de sa tête. Les éveillés commencèrent à trembler en apercevant les martins de tempête, et tout simplement, les bêtes lancèrent leur attaque. Face au danger, les gardes du corps se préparèrent au combat. Chang-hun ne s'attendait pas à ce que les monstres apparaissent en tito. Cela étant dit, le fabricant de drogue décida de passer à l'action. Il sortit de ses poches une poignée de clous, ainsi que quelques balles de golf. Le héros se prépara alors et les lança tous en même temps. C'était sa technique, l'explosion de dague. Son garde du corps en resta particulièrement stupéfait.
Bien qu'ils soient faibles, les martins de tempête devaient être pris au sérieux car ils se déplacent en grande meute. Pourtant, quelque chose d'incroyable arrivait à ces créatures, quelque chose qui ferait frémir un utilisateur de rang. Elles avaient été totalement désintégrées. Et pour couronner le tout, Corporat n'avait même pas transpiré. Le héros se retrouva assez agacé par cette nuée. Selon lui, c'était tellement pitoyable que la nuée était morte avant même qu'il ait pu utiliser ses dagues contre elle. Taiju ne pouvait pas se permettre de blesser les enfants de l'ancien propriétaire. Afin de se débarrasser rapidement de l'ennemi, il utilisa des armes cachées connues sous le nom d'aiguilles de la pluie torrentielle fleur pure et de pellettes de fer. Le principal problème pour notre héros était que ces armes étaient irrécupérables, ce qui signifiait que son portefeuille allait en prendre un sacré coup. Taiju était impatient d'atteindre la 7e étoile afin d'acquérir enfin la compétence de récupération. À ce moment-là, le jeune épéiste s'approcha de notre héros et lui demanda s'il faisait partie de ces maîtres capables de dissimuler leur marque. Taiju précisa qu'il n'était pas un éveillé à la base et qu'il prendrait la tête du groupe. Chang-hun tenta de faire valoir qu'il était chargé de sa protection, mais comme Taiju prenait la tête sans effort, le jeune homme commença à se demander qui il était vraiment. Plus tard, après avoir marché dans les hautes herbes, la proie fut enfin en vue. Un chevreuil d'eau fut repéré. Chang-hun commença à paniquer et demanda au protagoniste quel était son plan. Taiju fit alors remarquer que le chevreuil se croyait intouchable à cause de son poison. Il demanda ensuite à tout le monde de prendre le médicament afin qu'ils puissent commencer la chasse. Malgré cela, les orphelins avaient eu des doutes. Après tout, ce médicament était encore en phase de test. D'un autre côté, les orphelins devaient soutenir leur père et avaient déjà été témoins de la puissance et du génie du fabricant de médicaments. Après avoir réfléchi à cela, ils décidèrent de lui témoigner leur confiance. Chang-hun décida de foncer le premier, demandant à ses frères et sœurs d'utiliser le pistolet à mana au cas où la proie tenterait de s'échapper. Sur cette décision, l'épéiste dégaina sa lame. Il fonça tête baissée sur le monstre. En percevant le danger, le chevreuil d'eau se mit à hurler. La créature était si bruyante que même les éveillés avaient du mal à tenir face à son cri strident. Malgré cela, l'épéiste parvint à éviter le pire en sautant dans les airs. Depuis les hauteurs, il déclencha sa compétence, frappe bisection. Chang-hun décapita avec succès le monstre. Les orphelins restèrent sur leur garde alors que les spores allaient être libérés. Comme prévu, la bulle sur le dos du chevreuil finit par éclater. Les spores extrêmement toxiques furent alors libérés dans l'air. Taiju, qui avait d'abord des doutes, était extrêmement satisfait du résultat. L'antidote avait réussi, et le jeune homme courageux, bien que peu prometteur au départ, semblait également plein de potentiel. Les orphelins étaient fous de joie de constater que le poison ne les affectait pas. Chang-hun se sentit soulagé par le succès de l'antidote. Le protagoniste affirma que son point de vue avait été prouvé, et que sans son poison, le chevreuil n'était pas une menace. Tandis que certains orphelins heureux s'excusaient d'avoir douté de lui, d'autres assuraient qu'ils avaient toujours cru en lui. Le danger étant écarté, le héros décida de reprendre la chasse. Avant de partir, cependant, il demanda à son garde du corps d'emporter la viande de chevreuil avec eux, notant qu'une fois l'antidote rendu public, l'espèce serait chassée jusqu'à l'extinction. Pendant ce temps, à New Seoul, situé dans l'ancienne région de Mandchourie, au siège de MG, les employés étaient aussi occupés que jamais. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha du manager Baek. Seyoon, 30 ans, la plus jeune manager du département de la planification stratégique, répondit au chef adjoint avec un sourire. L'homme, connu sous le nom de Jeon Ju-hak, décida d'aller droit au but et demanda à la jeune femme si elle était vraiment une orpheline élevée par Hong Pak. Elle le confirma, intriguée par le fait que son père ait été mentionné. Le chef adjoint, ravi de l'entendre, l'exhorta à reporter tous ses projets en cours. Cela surprit la jeune manager. Jeon Ju-hak voulait qu'elle retourne dans sa ville natale pour lui rendre un service. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Le chef adjoint fit alors remarquer que la création de l'entreprise appelée Daehong Bio faisait la une de tous les journaux. Intriguée par son comportement soudain, elle expliqua qu'elle avait lu que cette entreprise avait créé l'antidote contre le poison du cerf d'eau. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est que son propre père était le copropriétaire de cette nouvelle entreprise. Le chef adjoint, agissant au nom de ses puissants supérieurs, voulait qu'elle retourne voir son père et qu'elle mette la main sur la formule de l'antidote. En échange, on lui promit une récompense généreuse. Seyoon était agacée qu'on lui demande de trahir le directeur de l'orphelinat. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, son téléphone se mit à sonner. Voyant que c'était son père, elle demanda un instant pour lui parler rapidement. Hong Bio commença à parler avec sa fille. Le chef adjoint attendait avec impatience qu'elle termine l'appel. Finalement, la jeune femme fit ses adieux à son père avec un sourire. Cela dit, il lui demanda sa décision finale. Seyoon avait décidé de retourner dans sa ville natale. Au début, cela semblait être une bonne nouvelle pour l'homme dégarni. Puis, tout à coup, elle lui lança son badge. La plus jeune responsable de l'entreprise décida de quitter son emploi. Elle en avait assez de voir quelqu'un d'aussi petit que le chef adjoint essayer d'écraser les autres. Après cela, elle fit sa sortie, adressant un doigt d'honneur à son ancien patron qui lui criait dessus de colère.
Plus tard dans la soirée, à l'intérieur du bâtiment appartenant à notre protagoniste, les orphelins travaillaient dur. Tae-ju les félicita pour leurs efforts. Il leur demanda ensuite de retourner à l'orphelinat et de le laisser s'occuper du reste. Chang-hun resta inquiet et tenta de faire valoir que son père leur avait ordonné d'escorter le créateur de drogue en permanence. Mais Tae-ju montra qu'il n'avait pas besoin de protection et exhorta les gardes du corps à retourner à l'orphelinat pour le protéger. Ainsi, Tae-ju se mit à réfléchir à l'improbabilité que quelqu'un tente de nuire au seul orphelinat de cette ville, de peur d'un retour de bâton public. Mais il y avait tout de même beaucoup de fous parmi les fils d'Adam, et la ville libre semblait en regorger. C'est pourquoi Tae-ju avait besoin d'alliés dignes de confiance comme les orphelins. Après avoir fondé l'entreprise et recruté le personnel nécessaire pour traiter les ingrédients de l'antidote, Tae-ju serait enfin libre de créer de nouveaux médicaments. Au début, il voulait simplement économiser de l'argent pour lui-même, mais désormais, les choses étaient différentes. Tae-ju n'avait rien contre le fait d'avoir un revenu confortable. Après tout, sans cela, il n'aurait pas pu se permettre un appartement aussi luxueux. Il se sentit étrange en entrant chez lui pour la première fois. Le protagoniste accrocha alors son manteau. Lui, qui pensait qu'il périrait à Paegu, s'est battu pour rester en vie après qu'on ait tenté de l'assassiner. Après l'expérience de partage d'âme qu'il avait vécue avec son alter ego artiste martial, il était allé vivre dans la ville libre en tant que porteur avant de créer son premier antidote. Pourtant, la plus grande bénédiction était les personnes bienveillantes qu'il avait rencontrées. Tae-ju s'était lancé dans de nombreuses aventures en si peu de temps. À ses yeux, la ville libre n'était que la première étape vers l'acquisition de sa propre indépendance. Plus tard dans la nuit, le chef du syndicat de criminels de rang débutant, Ma Sang-shik, s'est présenté sur la propriété de notre héros avec son subordonné. Il était jaloux du protagoniste, car malgré le fait qu'il soit un nouveau venu ici, il avait déjà son propre bâtiment. Le subordonné affirma que c'était parce que l'antidote contre les moustiques était devenu très populaire, avant de mentionner la sortie prochaine de l'antidote contre les cerfs. Le chef des criminels ordonna à son homme d'arrêter d'énoncer des évidences. Ma Sang-shik était assez agacé, car s'il n'avait pas reçu les ordres du PDG de UJ Pharmacy, il aurait enlevé Tae-ju et volé la formule. Mais au final, il n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de Jo Han-seok. Après quelques minutes à forcer la serrure, les délinquants réussirent enfin à entrer dans la maison. Le chef pressa son homme de passer les bavardages avec la cible et de lui injecter la drogue qui rendrait son enlèvement très facile. Sur ce, la porte s'ouvrit discrètement. Une seringue à la main, ils s'approchèrent silencieusement et une fois assez près, le criminel décida de passer à l'action. Mais au moment où l'aiguille allait toucher sa cible, la main du délinquant fut soudainement arrêtée. Tae-ju, qui était resté éveillé tout le temps, révéla qu'au début, il avait voulu laisser faire l'injection. Le chef pressa son homme d'arrêter de faire l'idiot et de finir le travail immédiatement. Mais en apprenant que la main de son subordonné était bloquée, le chef du syndicat criminel resta complètement stupéfait. Tae-ju commença à passer à l'action tout en affirmant qu'il les avait vus venir de loin, et ainsi, avant même que le criminel ne s'en rende compte, sa cible ainsi que sa seringue avaient disparu. Tae-ju n'avait jamais aimé les petites aiguilles douloureuses. À ce moment-là, les criminels commencèrent à douter que leur cible soit un rejet de mana. Avec un sourire narquois, le héros demanda aux méchants si la drogue serait aussi efficace si elle était bue. Cette insolence et cette audace mirent grandement en colère le chef du syndicat de criminels. Ce n'est qu'alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Leur cible avait volontairement bu la drogue. Tae-ju savourait les effets de ce médicament et décida d'en demander davantage à ses adversaires. Il était de notoriété publique qu'un syndicat malfaisant trafiquait de la drogue dans la ville libre, et il était évident qu'il bénéficiait du soutien de quelqu'un du comité. Le produit de leur trafic, qui était aussi un poison, était désormais entre les mains de notre protagoniste. C'était la première fois qu'il rencontrait un tel poison. Voyant qu'il était maintenant à la 4e étoile, le héros pouvait facilement le supporter, tout en se rappelant comment son maître avait essayé toutes sortes de drogues à son époque. Pour cette raison, Tae-ju décida de devenir un junkie, tout comme lui. Dans le but d'augmenter son essence de poison, il aspira les drogues du corps de son adversaire. Après avoir vu cela, le chef du syndicat des méchants fut horrifié. Tae-ju exigea de savoir qui était derrière tout cela. Mais l'agresseur refusa de répondre, craignant pour sa vie. Ainsi, le héros fit ce qu'il fallait, faisant résonner des cris dans la nuit. Lorsque le lendemain arriva enfin, le capitaine justicier réfléchissait en regardant par la fenêtre. Kim Tae-ju, le créateur du médicament miracle, avait signalé un crime. Son subordonné confirma qu'il avait attrapé des gangsters chez lui en train d'essayer de le kidnapper, et qu'après avoir découvert le cerveau, leur service était nécessaire. Le maître comprit immédiatement que le PDG de UJ Pharmacy était derrière tout cela, et commença à le blâmer pour son échec. La façon la plus rapide de résoudre ce problème aurait été de simplement l'arrêter, mais le PDG serait évidemment trop problématique. Il comprit qu'il avait affaire à une affaire difficile, et que son groupe aurait du mal, puisqu'il était chargé de l'enquête. Pour cette raison, le capitaine commença à supposer qu'il n'y avait qu'une seule option possible.
Pendant ce temps, au domicile de notre héros, alors que les deux propriétaires se tenaient devant leurs prisonniers, le chef des méchants se retrouva dans une sorte d'état végétatif. À ce moment-là, quelqu'un arriva. Les justiciers arrivèrent enfin sur les lieux. Hong Pyo accueillit le maître et son équipe à bras ouverts. Mais à sa grande stupéfaction, il fut immédiatement ignoré. Le maître se tenait au-dessus du gangster, et alors qu'un des justiciers tentait d'éloigner l'ancien propriétaire, son capitaine dégaina son épée. L'homme usa alors de son autorité et décida d'exécuter le chef des méchants sur le champ. C'est seulement à ce moment-là que quelque chose lui fut lancé. L'homme para rapidement la dague volante qui arrivait sur lui. Taeju exigea de savoir pourquoi le capitaine essayait de tuer le témoin. Il montra alors une vidéo dans laquelle le chef des méchants avouait que le PDG de UJ Pharmacy était derrière l'enlèvement et qu'il voulait rendre le protagoniste dépendant à la drogue. Mais à en juger par la situation, il déduisit rapidement que le capitaine devait être au courant de tout cela. Lorsqu'on lui demanda son nom, l'arrogant déclara s'appeler Taeju. Le capitaine le reconnut immédiatement comme étant le développeur de la drogue. Il décida alors de se calmer. Le maître éveillé décida alors d'observer de plus près la personne en face de lui, et à sa grande surprise, elle lui semblait plutôt familière. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il se trouvait devant le même porteur qu'à l'époque. Taeju ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'on lui demanda s'il était vraiment à l'origine de l'antidote contre les moustiques, notre héros le confirma. Le bretteur affirma alors que ce n'était pas si impressionnant. Peu après, il afficha un sourire suffisant. Le capitaine affirma alors fermement qu'il était la loi dans la ville libre. Il décida de donner au protagoniste une dernière chance de régler les choses rapidement en exécutant les criminels sur le champ. Malgré cela, Taeju refusa. Voyant cela, le maître défia le rejeté du mana d'essayer d'empêcher l'exécution. Taeju eut à peine le temps de réagir. Il sortit immédiatement ses couteaux et les lança sur le capitaine. L'homme fut alerté par l'arrivée des projectiles. Il déchaîna alors une tempête de coups pour se défendre. Il était désormais évident pour lui que le créateur du médicament avait capturé les criminels tout seul. Il ne put s'empêcher de saluer son habileté, voyant qu'il avait réussi à le toucher. Ainsi, voyant qu'il avait empêché l'exécution à 2 reprises, le membre du comité permanent condamna Taeju à mort. Malgré tout, le protagoniste s'en moquait éperdument. Pourtant, alors que notre héros continuait de parler, il remarqua quelque chose d'intrigant. Il sauta dans les airs pour éviter la lame qui arrivait et lança ses couteaux sur son adversaire. Taeju préparait une attaque puissante. Son adversaire faisait de même. Ce n'est qu'à ce moment-là que le combat fut interrompu par l'arrivée d'un hélicoptère. Soudain, des hommes en combinaison sautèrent de l'appareil. Le lieutenant général qui fit une entrée spectaculaire était là pour arrêter le capitaine justicier gênant. Après avoir sauté de l'hélicoptère et atterri au sol, le commandant mit fin au combat en cours. Avec l'arrivée de l'armée, tout le monde se mit sur ses gardes. Le lieutenant général salua son vieil ami. Jong-hyuk exigea de savoir ce que faisait l'armée dans la ville libre. Le commandant fit remarquer qu'il n'avait pas besoin de permission pour rendre visite à Jae. Le capitaine accusa l'armée de s'immiscer dans les affaires de sa ville. L'éveillé puissant précisa qu'il n'était pas là en tant que lieutenant général. Oh Jin-hyung déclara qu'il était là en tant que civil. Pour cette raison, il proposa à l'autre maître qu'il ne se mêle pas des affaires de l'un et de l'autre. On pouvait dire sans risque que cela le mit fortement en colère. Cela dit, le civil se précipita pour prendre des nouvelles de son ami, qui affirma qu'il n'était pas blessé. Malgré tout, certains l'encouragèrent à demander justice. Le maître, classé général de division Gu Jun-young, affirma qu'il ferait tomber quiconque maltraiterait celui qui leur avait donné l'antidote. Un autre maître, connu sous le nom de Park Pil-sung, proposa de lui fournir quelques-uns de ses hommes comme garde du corps. Le troisième major, connu sous le nom de Hong Jun-tae, proposa de lui procurer des médicaments. En voyant cela, le capitaine des justiciers supposa que Taeju connaissait déjà ces puissants brutes de l'armée parce que son père était général de brigade, et il décida donc de ravaler sa fierté et de prendre congé. Oh Jin-young l'invita à rester un peu plus longtemps, mais Maître Lee affirma que, contrairement à eux, il était un homme occupé. Cependant, le soldat déclara qu'il ne semblait pas du tout occupé. Lorsqu'on lui demanda de préciser, le lieutenant général reprocha au capitaine des justiciers son mauvais travail, voyant que de tels délinquants couraient encore dans les rues de sa ville. Quand on lui proposa du renfort, il le refusa immédiatement, et sur ce, le capitaine décida d'emmener ses prisonniers et de partir. Oh Jin-young déclara alors qu'il garderait les délinquants. Le membre du comité interpréta cela comme une implication militaire. Lorsqu'on le confronta à ce sujet, le lieutenant général expliqua qu'il devait les punir, étant donné qu'ils avaient tenté de blesser son ami. Jung-hak tenta d'invoquer le décret impérial, alors son adversaire décida d'adopter une autre approche. Oh Jin-young lui rappela que, bien qu'ils soient tous deux des maîtres, ils étaient loin d'être égaux. À ce moment-là, le capitaine commença à transpirer. Oh Jin-young précisa fermement que l'empereur ne prendrait même pas la peine de le punir s'il le tuait sur le champ. Alors que le justicier tremblant expliquait qu'il y aurait des conséquences, les 3 autres maîtres se mirent à rire de lui et attendaient avec impatience l'ordre de le malmener.
À ce moment-là, Young-hak comprit qu'il était dans une situation difficile. En voyant ses subordonnés trembler, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Cela étant dit, il décida de battre en retraite discrètement. Oh Jin-young fit remarquer que le capitaine avait été longtemps choyé dans sa propre ville. Cela étant dit, le héros remercia son sauveur. Le lieutenant général était prêt à tout pour aider un allié. Il s'est avéré qu'il s'était précipité sur les lieux dès qu'ils avaient été appelés par Hong Pyo, et ainsi, le pire fut évité. Grâce à l'intervention du lieutenant général, le protagoniste et son partenaire commercial s'en sortirent indemnes. Pour couronner le tout, ils purent même garder leurs témoins. Dès que les délinquants furent évoqués, Oh Jin-hyung déclara qu'il les prendrait en charge afin de faire tomber leur cerveau. Mais Taeju tenta de préciser que ce problème ne concernait que lui. Mais le soldat semblait penser autrement, car toute l'armée serait en danger si l'ennemi trafiquait la production de l'antidote. Il précisa même que le créateur du médicament n'était plus obligé de traiter avec le capitaine justicier. Cela fit réfléchir Taeju sur le fait que son poison à 4 étoiles semblait encore trop faible pour affecter un maître. Il ne semblait pas du tout en être affecté, et sans l'intervention du lieutenant général, la victoire n'aurait pas paru plus certaine que la défaite. Pour cette raison, Taeju voulait acquérir plus de pouvoir afin de ne plus jamais être impuissant. Pendant ce temps, le capitaine justicier commença à penser qu'il voulait la mort du héros et du commandant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il avait été éraflé par les couteaux de lancer du héros. Il commença à supposer qu'ils étaient empoisonnés. À cet instant, Young-hak fut frappé par une douleur soudaine. Le poison avait commencé à se répandre. À ce moment-là, il comprit qu'il était dans une situation difficile. Son subordonné remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas, il reçut donc l'ordre de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Sur ce, le justicier appuya sur l'accélérateur, et ainsi, un maître avait été grandement affaibli. Plus tard, alors qu'ils volèrent dans les airs, tout le personnel militaire gardait un œil sur les prisonniers. Craignant pour sa vie, le chef du syndicat des méchants promit de tout leur révéler, mais le général affirma que son témoignage n'était pas nécessaire. Sur ce, il se tourna vers l'un de ses hommes. Le subordonné saisit immédiatement la poignée et ouvrit la porte de l'hélicoptère. À ce moment-là, les criminels furent envahis par la peur lorsque l'homme reçut l'ordre de les jeter dehors, et ainsi, les 4 criminels connurent une fin froide et brutale. La mission était accomplie. Jung Tae reçut alors l'ordre de faire subir le même sort au PDG de UJ Pharmacy. Le commandant ordonna même le déploiement de troupes pour protéger l'entreprise du héros. Oh Jin-young eut enfin l'occasion de se rapprocher de Kim Taeju. Pendant ce temps, à la gare, Seo-young reçut un appel de Chang-hun. La jeune femme annonça à son frère qu'elle venait d'arriver en ville. Elle fut alors choquée d'apprendre que l'associé de leur père avait fourni des milliards de won à l'orphelinat. Et en apprenant qu'il avait même finalisé son deuxième antidote, Seo-young resta complètement stupéfaite, car il s'avérait que Taeju n'était finalement pas un escroc. Sur ce, elle mit fin à l'appel en entrant dans le taxi. La jeune femme demanda au chauffeur de la ramener chez elle. Elle était désormais certaine que son retour en ville ne serait pas vain. Plus tard, à l'orphelinat de l'ancien propriétaire, les enfants étaient aussi pleins de vie que d'habitude. Hong Pyo était heureux de voir l'une de ses petites arriver. La jeune fille affirma qu'elle était rentrée chez elle en toute hâte dès que son père l'avait appelée. Hong Pyo la remercia et lui demanda de venir avec lui. Seo-young demanda s'il y avait une sorte de fête et se montra curieuse de savoir ce qu'il y avait dans la marmite. Alors le vieil homme affirma qu'il s'agissait de chevreuils d'eau empoisonnés au sport. En apprenant cela, elle resta particulièrement stupéfaite. Cela signifiait que son frère disait la vérité à propos de l'antidote, ce que son père confirma. Hong Pyo proposa alors d'aller rencontrer son partenaire commercial qui l'attendait. Pour s'occuper, le héros décida de donner à manger aux orphelins. Sur ce, le vieil homme décida de procéder aux présentations. Taeju salua Seo-young avec un sourire. Cependant, ce n'était pas leur première interaction. La dame s'excusa d'avoir été impolie à l'époque et expliqua qu'elle était ravie de travailler pour leur entreprise. Le protagoniste se sentit alors rassuré car elle lui promit de faire de son mieux pour améliorer Taeju. Pourtant, elle n'était pas la seule à proposer ses services. Alors qu'il était abordé par quelqu'un, le héros se retourna, intrigué. Cette personne était le major Do Min-soo, qui avait été affecté à la sécurité de cet endroit avec 19 de ses hommes. Le héros était reconnaissant pour leur gentillesse, mais fit remarquer qu'il n'aurait peut-être pas la place pour loger 20 soldats. Mais le major affirma qu'il pouvait se débrouiller seul. Et ainsi, Taeju se retrouva à travailler de nouveau avec l'armée. Alors que le major était invité à se joindre au festin, il attendait secrètement avec impatience la viande de cerf d'eau. Il ordonna donc à ses soldats d'installer tout le nécessaire et d'aller manger. Kim Taeju n'avait plus besoin d'être un solitaire, car il avait enfin ses propres gens. Pendant ce temps, dans le château de la ville libre, dans la salle de réunion du comité autonome, les crimes passés du PDG de UJ Pharmacy étaient évoqués. Lorsqu'on lui demanda s'il reconnaissait ces crimes, l'homme n'eut d'autre choix que de plaider coupable. En plus d'être ruiné, Jo Hun-seok était désormais un paria. Son ennemi était en vie, et l'assassin qu'il avait engagé était injoignable. Les choses avaient pris une tournure inattendue pour le pire.
Pour cette raison, les options du criminel étaient devenues limitées. Jo Hoon-seok avait prévu de disparaître un moment, le temps que les choses se calment. Pourtant, alors qu'il se dirigeait vers un endroit sûr, un feu rouge apparut et une moto surgit de l'arrière. L'homme se tourna pour voir qui était près de son oreille gauche, mais il ne vit que du métal briser la vitre à côté de lui. Aussitôt, la couleur rouge apparut. Les sièges étaient tachés de sang. Après avoir exécuté ses ordres, l'assassin décida de retourner à la base. Pendant ce temps, à l'hôpital, le capitaine justicier s'accrochait à la vie. À ce moment-là, son subordonné entra avec l'objet demandé. Il s'agissait d'un élixir de première qualité créé par la société Mirinai. Le maître l'exigea immédiatement. Sans perdre une seconde, il saisit la sphère et la consomma, et aussitôt, ses veines furent purifiées du poison. Le maître n'en attendait pas moins d'un produit aussi coûteux, mais c'est alors que quelque chose en lui se brisa soudainement, et ainsi, celui qui souffrait se mit à maudire Kim Tae-beom une fois de plus. À mesure que l'entreprise se développait, son propriétaire comprit qu'il avait besoin de plus de drogue. C'est pourquoi il se rendit au cœur de la montagne pour obtenir la vésicule biliaire du gigantesque ours lunaire. En plus des drogues, il devait consommer de nouveaux poisons afin d'améliorer ses arts martiaux. Après avoir absorbé une quantité inimaginable de poison de cerf, celui qui avait atteint la 4e étoile il n'y a pas si longtemps était désormais sur le point d'atteindre la 5e. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'intrigant. Notre héros avait trouvé l'arbre à sève toxique qui produit une sécrétion empoisonnée pour éloigner les nuisibles. Cette substance fortement toxique avait un goût étonnamment sucré. Taiju, cependant, rencontra alors un crapaud à ventre de feu bleu qui renfermait du poison dans ses entrailles. Voyant qu'il possédait les mêmes propriétés qu'un anesthésique, il décida de le garder pour ses recherches. Peu après, il tomba sur un mille-pattes géant blanc des bois. La créature, aussi grande qu'un serpent, portait un poison assez puissant pour éliminer un orc d'une seule morsure. Son poison puissant fut en réalité trouvé plutôt rafraîchissant par l'artiste martial. À ce moment-là, il remarqua quelque chose au loin. C'était une sorte de symbole blanc caché dans les buissons. Soudain, la créature se révéla. L'ours lunaire géant avait enfin été localisé. La bête poussa un rugissement de combat féroce. Ne s'attendant pas à la rencontrer si tôt, il décida de tester sa puissance. Le héros sortit ses dagues volantes. Il les lança toutes en même temps sur la créature. La bête les dévia avec une grande facilité. Sa vitesse était remarquable. L'ours chargea immédiatement sur l'humain. Taiju se glissa rapidement derrière lui et lança une contre-attaque. Au début, il sembla qu'il avait porté un coup direct, mais l'ours lunaire géant n'eut qu'à contracter les muscles de son dos pour expulser les couteaux. Taiju décida alors de l'attaquer avec sa paume empoisonnée au seau de sang. La bête resta impassible et continua d'attaquer sans relâche. Ses griffes déchirèrent le bois comme du beurre. Le héros décida d'utiliser une autre technique pour le surpasser, mais toutes ses attaques restaient inefficaces. Cet adversaire était plus coriace que prévu, ce qui signifiait qu'il serait difficile à vaincre en n'étant qu'au 4e niveau d'étoile. Ainsi, il ne restait plus qu'une seule solution. Taiju devait acquérir plus de puissance immédiatement. Il sortit le crapaud au ventre de feu bleu et décida de le consommer sur le champ. Le mille-pattes suivit peu après. Alors que le venin envahissait ses veines, notre héros n'avait plus qu'à le transformer en essence de poison. Le processus fut rapidement achevé, et ainsi, l'artiste martial empoisonné atteignit enfin la 5e étoile. La difficulté du défi venait de changer. Taiju voulait utiliser un nouveau jouet de l'arsenal du clan du poison, les papillons de sang. Les insectes métalliques se précipitèrent rapidement sur l'ours. On ne pouvait utiliser cet art caché qu'après avoir atteint la 5e étoile, car il permettait à l'utilisateur de contrôler la trajectoire de ses projectiles. Grâce à cela, il toucha facilement l'ours à l'œil ainsi qu'à l'oreille gauche. Ainsi, le combat prit fin. De cette façon, Taiju parvint à abattre sa cible et à atteindre un nouveau niveau en même temps. Une fois cela fait, il décida de réclamer sa récompense. Le héros plongea profondément dans les entrailles du monstre et finit par acquérir l'organe qu'il désirait désespérément. La vésicule biliaire de l'ours était remplie d'un poison puissant et devait être recouverte d'énergie pour une extraction correcte, alors notre héros fit exactement cela. Désormais, avec l'ingrédient nécessaire en main, Kim Tae-ju pouvait enfin préparer un nouvel élixir.